Salut Ouais. Daniel, Salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Eh ben ça va, je dis un petit peu malade, donc on sent un petit peu que la voix est un peu fragile, des fois elle peut dérailler, mais disons que ça va bien. Bon, super. Je suis ravie Ouais. qu'on fasse cette petite interview, ce petit papotage entre nous Hmm. sur les sujets de l'humain, sur les sujets qu'on aime, hein. Ouais, ben on l'a déjà fait, c'était bien, et ben on va le refaire et ça va être bien. Voilà, Ouais. on sait faire. Ouais. Bah ouais, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire en fait, parce que quand on discute tous les deux, il y a plein de trucs qui sortent et je vois qu'il y a il y a beaucoup de choses que tu as réussi à structurer en fait. Moi, Hmm. c'est ça vraiment à chaque fois qui me surprend, c'est comment tu arrives à faire cette synthèse pour pouvoir accompagner en fait les gens et partir de là où ils en sont et Hmm. les guider en fait progressivement et de Hmm. manière hyper claire sur comment Hmm. avancer. Et je crois qu'un de tes sujets de prédilection, c'est l'ego. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, en étant un peu concerné par l'affaire. Et oui, ça m'a toujours passionné. Alors, déjà deux choses. Tu dis, voilà, j'aime bien structurer. En fait, ça a toujours été mon cas, mais peu importe ce que c'est. J'ai toujours aimé comprendre. Et depuis que je suis petit, tu vois, j'ai toujours démonté des trucs pour voir comment ça marchait. Et en grandissant, ben, j'ai fait peut-être un peu moins de bricolage, de plus en plus de psychologie. Et puis, j'ai toujours aimé découvrir comment ça marchait. Et puis, avoir le plaisir d'expliquer aux autres aussi comment ça marche. Et bah, tu connais un petit peu mon histoire aussi personnelle, ce qui a fait que bah, moi, je me suis beaucoup formé dans plein de domaines, etc. Et j'ai fini, alors que je pensais que j'allais finir au sommet, j'ai fini par terre un peu comme une merde et en étant un petit peu coupé de tout le monde. Et les gens avaient plutôt tendance à s'éloigner de moi. Je comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, il y a quand même quelque chose que j'ai pas pigé, quelque chose que j'ai pas compris. Et dans mon envie de comprendre et structurer, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à regarder des conférences. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé à mon cerveau qui a été d'une évidence absolue, c'est que j'avais un problème majeur d'ego. Et là, je me suis dit, tiens, voilà le prochain sujet que je vais étudier. Ça fait presque 10 ans maintenant que j'étudie ce truc-là. J'en parle à la fois en France et aussi à l'étranger parce qu'on m'invite pour ça. Parce que je pense que effectivement j'ai bossé mon sujet et c'est pas un truc que j'ai étudié de loin, c'est un truc que j'ai vécu de près parce que c'est vraiment la compréhension de ma propre histoire et comment l'ego était venu me mettre un genou à terre et en même temps comment est-ce que je pouvais me relever de tout ça, être dans une résilience par rapport à tout ça et c'est ce que après j'ai aimé depuis ce temps-là. J'ai aimé partager avec à la fois bah, des stagiaires, mais aussi avec mon environnement. J'ai ici à côté de moi Lulu, avec qui est mon fils, et combien de fois on en parle et comment ça vient nous chatouiller, et comment on essaye d'être honnête avec ça et de regarder que chacun d'entre nous, nous sommes concernés par cette affaire-là. Mais je dirais chacun d'entre nous, on n'est pas tous intéressés pour aller le voir parce que ça pique un peu. Ça pique un peu. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et je me rappelle Mm. du dernier message. C'est pour ça que j'adore parler avec toi parce que je sais que tu pars de ton expérience Mm. sincère Mm. et c'est toujours, pour moi, c'est toujours un grand apprentissage en fait. Même sur un message qu'on s'envoie de 3 minutes, tu as Mm. l'art et la manière en fait d'aller direct là où j'ai, entre guillemets, besoin de, je sais pas si c'est d'une réponse, mais d'une espèce de compréhension en fait, tu vois, un Mm. fil de compréhension. Et Mm. ça, c'est D'un génial. angle de vue. Enfin, moi, c'est mon Ouais. angle de vue. Ouais, Donc, ouais, ouais, bien voilà, sûr. Ah bah oui, oui, oui. il vient se poser à côté de toute ton intelligence et puis, bah, tout ça fait une intelligence plus grande. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est vrai que je vois que toutes les explications répondent à des niveaux. Et je trouve que le niveau de l'ego est un niveau qui est encore plus ancien parce qu'il est la manière dont chacun d'entre nous on s'est structuré et que si on va pas regarder comment les choses fonctionnent dans ce niveau-là, eh bien, on va essayer de l'expliquer avec les autres niveaux, mais c'est les niveaux qui viennent après. C'est un petit peu, il nous manque la genèse, en fait, de ce qui nous arrive et de la manière dont on fonctionne et de la manière dont notre psychologie s'est construite. C'est comme s'il nous manquait un étage à la fusée et puis, bah, elle a du mal à décoller, quoi. Et quand cet étage-là arrive, c'est pas un étage fondamentalement grand, mais il est fondamentalement important. Et aussitôt, plac, ça génère une lumière, une compréhension que je trouve indispensable. Et souvent, quand je discute avec des gens comme ça, j'apporte ce niveau-là. C'est juste mon niveau sur lequel je suis spécialiste. Ils me disent, ah ouais, la vache, oui, ça y est, je comprends. Ah ouais, on peut voir aussi les choses comme ça. Je dis, ouais, on peut les voir comme ça. Et je crois qu'il faut les voir comme ça parce que
ça nous donne une explication sur la vraie motivation ou sur la motivation vraie, parce qu'il n'y a pas le vrai et le faux, mais Mm. sur la raison pour laquelle on fait vraiment les choses. Donc, Ouais. ouais, Ouais. Et pour moi, t'offres les clés, en fait. Moi, c'est vraiment des clés, en fait. C'est des clés au fur et à mesure. Et c'est pour ça, je crois d'ailleurs, mm, que tu as voulu, en fait, créer une formation, en fait, qui puisse permettre d'accompagner ouais, pas à pas, en fait, et de partir oui, d'une forme de base pour aller vers quelque oui, chose, ouais, comme je le disais, dans une forme de structure, avec mm, ce qui est liant, mais qui va parler à chacun dans sa singularité, ouais, en fait. oui. Et c'est vraiment la notion de singularité, puisque une des clés, c'est aussi la singularité, passer de la personnalité à la singularité. Alors oui, pourquoi tu parles de la formation? C'est une bonne, c'est le bon moment parce que pendant 30 ans, moi j'étais formateur, PNL, Ennéagramme, etc. Et je suis intervenu dans plein d'entreprises. J'ai fait beaucoup de coaching, des entretiens individuels, accompagnement de famille, accompagnement aussi beaucoup sur les adolescents. Et en fait, il y a un point que j'ai trouvé important, c'est que beaucoup de gens qui avaient suivi les formations, elles finissent malheureusement bien trop souvent aux oubliettes. Or, les personnes, en fait, n'en font pas grand-chose. Ou ce qu'elles en font, elles font une tentative et puis hop, les choses reviennent comme avant. Et j'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui bah, c'est pas le cas. Il y a des gens qui suivent une formation et la mettent tout à fait en application. Et donc, ça n'est pas lié à la formation, c'est lié à la manière dont on est structuré et donc à ce que j'appelle le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et moi je suis super formé dans plein de domaines. Ce qui a pêché, c'était pas la connaissance qui était la mienne, c'était pas ce que j'avais appris, c'était pas les techniques, c'était pas tous les trucs que j'avais pu apprendre qui posaient problème. C'était le mindset dans lequel toutes ces compétences arrivaient. Et je me suis rendu compte que ce qui posait problème, l'état d'esprit, ça veut dire la psychologie dans laquelle chacun d'entre nous on se trouve, qui peut plus ou moins accueillir des événements extérieurs, y compris des formations, des connaissances et des compétences. Donc la formation mindset, puisqu'elle s'appelle le mindset up, c'est-à-dire le mindset plutôt tourné vers le haut, parce qu'il y a un mindset down qui est plutôt un mindset qui est coincé dans ses croyances, dans ses habitudes, dans ses émotions. Eh bien, il a pour objectif de comprendre la psychologie dans laquelle nous on a grandi, la psychologie dans laquelle nous on fonctionne, et plutôt que de continuer à accumuler des connaissances dont on ne pourra pas se servir, eh bien, on arrête d'accumuler les connaissances et on va voir le fonctionnement qui est le nôtre de manière à transformer et à pouvoir accueillir ces connaissances et ces compétences et en faire enfin quelque chose parce que le mindset dans lequel on se trouve bah, est un mindset en mouvement, un mindset qui va être dynamique et qui va pouvoir transformer d'une manière la plus intelligente possible, en fait, toutes les compétences qu'on a pu acquérir à un moment donné. C'est pour ça que quand je regarde mon parcours, j'ai toutes ces connaissances-là, je finis par mettre un genou à terre, je me dis en fait le problème n'est pas la connaissance, il est mon état d'esprit, j'ai un état d'esprit qui est, je vais dire franchement à chier, et il est vraiment nul, et donc il va falloir que je travaille ça, et pendant 10 ans, c'est le truc que j'ai travaillé. Et ce travail que j'ai pu faire, de travailler mon esprit, je l'ai structuré, puisque comme tu dis, c'est ma spécialité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes d'ego, donc de personnage. Donc, s'il y avait des problèmes de personnage, il y a des problèmes d'intention, il y avait des problèmes d'identité, des problèmes de croyance, des problèmes de rôle qu'on avait à tenir dans la vie, des problèmes également de traits de caractère, des problèmes de gestion émotionnelle, et donc de mauvaises habitudes, et donc de bonnes habitudes à prendre. Ça a été ça, en fait, le leitmotiv de cette formation, ça a été de condenser, de structurer tout ce qui n'était jamais enseigné dans les formations, qui sont très techniques et qui sont de la technologie pour aller dans un endroit. Il ne faut pas oublier que si on prend un tournoi, par exemple, du Grand Chelem, les tennisman, ils sont tous sur un terrain parfait. Ils ont du matériel parfait. Ils ont des arbitres parfaits, avec un public parfait, un cordage parfaitement réglé, des chaussures géniales. Ce qui va faire la différence, c'est non pas leur entraînement, c'est non pas leur qualité, c'est non pas leur talent, mais c'est l'état d'esprit dans lequel ils vont se trouver le jour du match.
Et moi, c'est ça que j'ai voulu transmettre, structurer, pour que chacun puisse devenir un vrai coach, un vrai quelqu'un qui va aider sa structure mentale à évoluer dans le bon sens pour pouvoir utiliser toutes les formations qui, malheureusement, pour la plupart, sont restées aux oubliettes, dans les placards, où il y a eu des tentatives, et puis on est un peu revenu en arrière. Et puis, suivre une formation qu'on ne met pas en œuvre, mais c'est dévastateur pour le Mm. porte-monnaie, c'est Mm. dévastateur pour l'estime de soi, Ah ouais, c'est complètement. dévastateur pour la confiance en soi. On a perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Moi, je trouve que c'est terrible. Donc, ce que j'ai envie de dire, en fait, aux gens qui vont regarder ça, c'est ne vous inscrivez à aucune autre formation avant d'avoir suivi celle-là, et vous aurez la réponse du pourquoi je vous dis ça quand vous aurez suivi la formation. Parce que il faut pas équiper n'importe quoi, n'importe comment à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est comme on donne pas une Ferrari à quelqu'un qui vient de passer son permis. Tu vois, parce que il va avoir envie de voir un petit peu ce que ça donne, mais il n'a pas les réflexes, il sait pas quand freiner, il sait pas quand tourner, il sait pas faire un drift, il sait pas faire tout ça. Donc, d'abord, on équipe notre structure, et ensuite, on peut s'équiper de compétences parce que on a le mindset, on a l'état d'esprit qui permet de mener à bien à la fois les projets et puis le mindset qui permet de prendre soin de soi, prendre soin de nos relations et prendre soin de nos projets. En fait, c'est ça l'idée. Voilà. Mais j'en dirai pas plus sur la formation. Maintenant, on peut aussi rentrer dans le cœur peut-être de ce que j'ai travaillé et structuré. Ouais. Voilà. Alors, tu vois, moi, quand je t'écoute, déjà, ça me parle complètement parce que moi, tu me connais, j'en ai Ouais, totalement conscience. Donc, comme j'en ai conscience, eh ben, je vais de plus en plus vers le corps et vers le cœur. ouais. Effectivement, la récupération d'un état d'esprit autre Mmh, que celui bah, qui est un petit peu à la base, un peu victimaire, un petit peu, bon, mmh, voilà. Et, ouais, euh, et donc, ça me parle beaucoup du fait que, voilà, on peut amasser des tonnes de connaissances et rester ouais, un infirme du cœur, un infirme des relations, infirme, c'est peut-être ouais. un petit peu vache, mais bon, il y a Non, quand c'est même, bien, c'est bien, il y a c'est quand même bien. un peu de ça, hein, Ouais, parce que quand on regarde ce qui se passe dans le réel, on peut se ouais. raconter tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, le réel de ce qu'on vit, bah, c'est le réel de ce qu'on vit. Donc voilà, ça me parle. C'est ça. Mmh, Et ce à quoi ça me fait penser, tu vois, c'est vraiment une graine. Tu as une graine, elle est fertile, elle peut donner un très bel arbre, une très belle fleur, un très beau truc, et elle va arriver sur du béton. Ben, en fait, c'est mmh. comme si nous, on reste dans notre Ouais. truc de béton et on peste parce que la graine, elle pousse pas. Et on comprend pas, en fait, Mmh. que c'est notre terreau. Ben Mmh. voilà, en fait, il faut une bonne terre, un bon terreau. Mmh. Oui, Et c'est c'est comme très si bon comme métaphore. Ouais. Mmh. Et c'est comme si Ouais. cette formation, parce que moi j'ai la chance de l'avoir écoutée, et c'est comme si en fait bah, c'est comme refaire son terreau, bien son terreau, Mmh. jardinier, Oui. commence par Ouais, le exact. commencement. Et ça, voilà, pour moi c'est ça c'est ça la beauté du truc, parce que comme tu dis, Mmh. moi j'en ai Mmh. fait plein des formations, je m'en suis inscrite à plein, il y en a que j'ai terminé, d'autres pas terminé, mais je Ouais. suis complètement d'accord avec toi. À un moment Mmh. donné, il y a quelque chose qui fait que oh, je vais rester la Mmh. semaine prochaine, je vais rester à demain, Ouais. hop, puis on lâche l'affaire. Parce que Oui. notre cerveau, il n'est pas fertile en fait. Il n'est pas fertile. Ben, c'est exactement. Le mindset, c'est un terreau fertile sur lequel on va pouvoir planter n'importe quoi parce que la terre, elle a travaillé, il y a du mus, il y a tout ce qu'il faut. Et ben, l'état d'esprit, c'est pareil. Il y a plein de gens, ils travaillent pas l'intérieur et ils pensent qu'en s'équipant des bonnes choses de l'extérieur, ça va fonctionner. Bon, on sait que la loi du développement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, on peut pas, enfin, on peut pas tricher avec ça. Pourquoi? Et tu l'as très bien dit. On ne peut pas tricher parce que quand on regarde les résultats dans sa vie, c'est-à-dire sa santé, ses relations, ses projets. On se dit, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, j'ai sûrement raison. Tout merde, mais j'ai raison. Ah ouais, bravo. Voilà. Non, si tout merde, c'est qu'à un moment donné, la manière dont tu t'y prends, elle est pas bonne. Donc arrête d'acheter des graines, des fortunes, même si tu les fais venir de Hollande et que ça peut faire des pieds de 2 mètres. Arrête de faire ça. Simplement, travaille le terreau. Et le terreau, ça se travaille avec beaucoup plus de sagesse, en fait, tu vois. Et Les ça limites. demande plus de Mm, temps. mm. Et mais par contre, les résultats sont absolument incroyables. Et ce dont tu vas te rendre compte, c'est quand tu travailles ton terreau, tu te rends compte que les conditions sont désormais réunies parce que des graines étaient là, présentes depuis des années. Elles étaient même de ta propre histoire. Et qu'à partir du moment où tu travailles ton terreau, c'est pas des graines qu'il faut ramener parce que déjà, il y en a qui sont là, ils attendaient les conditions pour pouvoir se mettre à germer, se mettre à pousser. Et donc, les trucs que tu avais depuis l'enfance, des trucs qui te portaient, tu disais, waouh, putain, j'ai envie de faire ça. Je sais pas, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de parler
parler en public, j'ai envie de nager, j'ai envie de voyager. Tout ça, c'était à l'intérieur de toi sous forme de graines. Le terreau était à chier et donc ça poussait pas. Donc c'est pas les graines effectivement qu'on a besoin d'acheter, c'est vraiment cette dimension. Et là, je trouve que ta métaphore, elle est particulièrement intéressante. Moi qui suis fils d'agriculteur et qui connais ce qu'est une terre pauvre et une terre riche, je sais que c'est pas le même travail. C'est un travail plus dans le temps que de travailler la terre, mais ensuite, bon Dieu, que les récoltes sont belles à voir. Ouais. Puis on finit fatigué, Hein. c'est ça qui est ennuyeux, c'est que comme tu le disais, en fait, on finit par perdre confiance parce qu'on se dit qu'on s'y prend. En fait, après, on finit par croire que Ouais. c'est notre identité qui est pourrie, Oui, alors que c'est pas notre identité, c'est juste qu'on s'y prend mal et bah, en fait, oui, il suffit oui, que quelqu'un un jour vienne nous dire, ah bah c'est peut-être ça. Ah oui. ouais, ok, Ouais. bon, je vais Mais humblement recommencer, enfin pas recommencer parce qu'on a quand même, on a l'expérience fournit toujours quelque chose, mais malheureusement, des fois, l'expérience, tu tombes Mhm. dans une roue de hamster et Oui. voilà. Ouais. Oui, c'est toujours intéressant pour des vendeurs de formation de faire croire que la réponse vient de l'extérieur, parce que quelqu'un qui travaille pas de l'intérieur, il a toujours, il va toujours être séduit par quelque chose qui est bien vendu. Et plutôt que de travailler à l'intérieur et de se laisser pousser lui-même, eh bien, il dit ouais, mais de toute façon, ça vient pas de moi, ça vient automatiquement de l'extérieur. Donc, il y a cette formation. Ah bon, celle-là n'a pas marché, mais c'est parce qu'en fait, j'avais fait le mauvais choix. Mais celle-là, elle a l'air encore mieux. Et papa. Et pendant toute ta vie, tu étais un consommateur de formation dans laquelle on t'explique bien évidemment qu'il faut prendre soin de toi. Mais c'est la folie de la consommation de médicaments pour aller bien plutôt que de prendre soin de sa santé, la consommation de formation plutôt que de prendre soin de son terreau interne. Enfin, on connaît tout ça et on a souvent l'impression de ne pas être concerné par ça. C'est ça que je trouve incroyable. C'est difficile d'admettre, de prendre conscience qu'on est concerné par cet état de fait, qu'on vise tout sur l'extérieur en étant avec un œil chercheur qui cherche en fait la solution à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'elles ne peuvent pas être opérationnelles à partir du moment où, comme tu dis, le terreau n'est pas de qualité. Donc, ne nous inscrivons à aucune formation avant d'avoir au moins écouté ce que nous deux, on a à dire. Et ensuite, les gens prendront leurs décisions. Il y a des gens sages et qui sont tellement intéressés pour réussir dans leur projet, ils auront envie d'aller plus loin sur ce qu'on est en train de raconter. Et il y en a d'autres pour qui ça va les déranger parce que ils ont l'habitude, voilà, de se dire, bah, j'ai une mauvaise terre, elle est très séchante. Ils vont à la coopérative, ils disent, est-ce que tu as des graines pour les terres séchantes? Oui, j'en ai, parce que bien évidemment, Monsanto a tout prévu. Et donc, on se retrouve à acheter des graines pour terrain sec. Sauf que cette année-là, il a plu, c'est la merde, tout a pourri. Et tu dis, putain, l'année prochaine, il faudrait que je change ça. Non, la terre, elle a cette capacité à s'organiser pour accueillir tout ce qui a besoin d'accueillir. Donc, soyons raisonnables, sachons bien que ce qu'on va dire va concerner très peu de gens. Oui, Parce ça. que la plupart des gens ne sont pas intéressés pour prendre soin de leur santé. Et quand il y a un petit rhume, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se dire, tiens, c'est une tentative de guérison de mon corps. Ils vont se dire, ah ben tiens, faut vite que j'aille à la pharmacie, je vais voir le pharmacien, le docteur, qu'est-ce que vous avez? Parce que j'ai mal à la gorge. Non, si tu as mal à la gorge, mais c'est qu'il y a quelque chose. Donc, c'est un indicateur et c'est pas quelque chose à repousser. Donc, voilà, même chez les gens qui font du développement personnel, il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique-là de prendre une formation extérieure comme un médicament qui pourrait venir soigner ce que ce que eux n'ont pas vu ou décidé de travailler en eux-mêmes. Et c'est un putain de sacré boulot avec lequel il faut avoir une attitude. On a souvent parlé de l'amour, de l'humour et de l'humilité. Il Mhm. faut en avoir beaucoup pour se dire, en fait, c'est moi qui merde. C'est moi qui n'ai pas travaillé mon terreau. Ça, C'est moi qui n'ai pas parle beaucoup. travaillé ma dynamique intérieure. C'est moi qui suis coincé dans mon personnage. C'est moi qui ne réussis pas à travailler mes traits de caractère. La vache, moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais comment je peux être aussi éloigné du projet qui est le mien? Ben, parce que je l'ai abandonné pendant 50 ans. Donc, si tu laisses, on reprend la métaphore agricole, nous voilà partis comme des paysans de l'esprit. Si tu laisses un terrain en jachère pendant 50 ans, tu faut pas y aller avec une faucille, parce que tu as des arbres, ils ont un diamètre de 40 centimètres. Il va falloir y aller avec autre chose. Et peut-être même qu'il y a des arbres que tu vas pas couper, sachant qu'en fait, ils font partie du terrain maintenant et que c'est avec ça que tu vas réussir à cultiver et que c'est très bien, beaucoup de plantes qui poussent à l'ombre. Donc, c'est à nous de le savoir. C'est un sacré putain de travail. Et donc, oui, peut-être 5% des gens qui vont nous écouter vont se dire j'y vais. Et le reste vont continuer à chercher la bonne formation à l'extérieur. Et j'ai beaucoup de respect pour ça, puisque ça représente à peu près 80% de ma vie. Donc, respect.
Il Exact. m'a fallu être au bout des résultats négatifs pour me dire j'ai quelque chose à faire. Il m'a fallu être au bout des résultats négatifs pour me dire qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces résultats négatifs? Qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces gens qui m'ont lâché? Qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces projets qui n'ont pas marché? Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces relations qui ont échoué? Ben moi, En c'est fait, on tout. met la réussite avant la rencontre. Ouais, Et, exactement. Ouais. parce que la rencontre, elle nous fait peur, parce que comme moi j'interprète ça comme ça, on n'est tellement pas habitué Hmm. souvent à être en contact avec soi, à être en Ouais, intimité avec soi, qu'on a ouais. l'impression que c'est un peu un enfer et un gouffre. Et Oui, moi, c'est ça. Hmm. ce que je ressens, c'est qu'effectivement, c'est confrontant, Hmm. hein, ne nous Hmm. mentons pas, tu l'as bien dit, Non. c'est Ouais, confrontant, mais par contre, il y a cette intimité qui se crée, bah, elle fait naître quelque chose qui n'a pas d'égal, quoi. Que dans la réussite, qui est quand même un sentiment très sympa, hein, mais ouais. il n'y a pas d'égal parce que l'intimité, c'est un truc que Il y tu en a peux pas, ouais. trouver H24 en fait. Tu passes ta vie avec toi-même et Ouais. H24, si tu arrives à enfin, structurer, non, c'est pas structurer, à avoir cette intimité, à cette rencontre en fait. Hmm. Cette C'est ça. rencontre, comment on peut rencontrer finalement vraiment quelqu'un? C'est pas pour culpabiliser, mais comment on peut faire si on n'a pas le courage d'aller déjà se rencontrer soi? Comment prétendre? C'est compliqué. Bah, sinon, si on n'a pas le courage de le faire volontairement, nos résultats vont nous y amener. À un moment donné, aller se rencontrer où on vivra les incidents qu'on connaît, hein, la maladie, les accidents, etc., qui vont nous permettre à un moment donné d'être immobilisés et de se dire, ben voilà. Mais bon, c'est vrai que même à l'hôpital, on peut avoir la télé et et dériver son esprit. Je pense qu'on peut passer à côté de soi. C'est dommage, mais beaucoup de gens ne trouveront pas ça dommage parce qu'ils savent pas qu'ils passent à côté d'eux. Donc, ils sont programmés de manière à mener à bien les projets pour lesquels ils sont programmés. Donc, bien travailler à l'école, être un bon salarié, être un bon ci, un bon ça, et puis en espérant un minimum de retour en termes d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Et bon, c'est pas facile. Ils vont trouver que c'est difficile. Ils vont trouver que il y a comme un manque, il y a comme quelque chose qui est pas là. Il y a comme une présence, il y a comme il y a comme une arnaque dans l'affaire. Mais bon, ça doit être comme ça puisque il faut aussi moi, pour m'en rendre compte, il m'a fallu lire des livres, il m'a fallu écouter des gens, il m'a fallu aller à des conférences pour un moment donné me dire, mais je sens qu'il y a quelque chose, mais je suis incapable de savoir ce que c'est, comment ça marche, etc. Et en continuant la rencontre avec moi, c'est-à-dire, en fait, c'est des moments que je passe avec moi où je vais écouter. Alors, tu vois, c'est vraiment cette notion, j'ai expliqué ça à une amie, je sais plus ce week-end, c'est que il y a des choses exogènes et des choses endogènes. Lorsqu'on fait, lorsqu'on est dans une activité permanente, notre activité est une activité exogène et qui génère les problématiques et les questions exogènes. Par exemple, tu es en train de faire du jardin, tu te poses les questions, ben, comment je vais planter, est-ce que je mets mes tomates à l'abri, quand on est en Bretagne, il va y avoir le milieu, tout ça, gna, 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 gna. Ça, c'est des pensées exogènes. Mais quand on arrête un petit peu, on se coupe de toute activité et qu'on a du temps avec soi, dans le silence, eh bien, il va y avoir des choses endogènes. C'est-à-dire, il y a des questions qui vont arriver de l'intérieur. Il y a des émotions qui vont arriver de l'intérieur. Il y a des interrogations qui vont arriver de l'intérieur. Ça, c'est endogène. Alors, c'est ma manière, hein, moi j'ai lu ça nulle part, mais c'est mon observation, de voir qu'il y a des questions exogènes qui concernent l'extérieur et qui peuvent arriver. Par exemple, je sais pas, moi, tout d'un coup, je sais pas, tu regardes la météo et puis ils disent qu'il va pas faire beau demain, donc tout d'un coup, toc, ça génère des questions exogènes. Alors, comment je vais m'organiser, etc. Mais quand tu fais silence, que tu as des rendez-vous avec toi, et avoir rendez-vous avec toi, avec soi, c'est pas si simple que ça. Mais quand tu fais silence avec toi, ben, il y a des choses qui montent, boum, 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 comme des bulles dans un soupe, tu vois, qui blop, blop, et ça libère des réponses, ça libère des questions, ça libère, voilà, et tout ça va être accueilli avec amour, avec humour et avec humilité, en disant, oh la vache, ouais, j'ai ces interrogations, waouh, j'ai ces peurs-là, waouh, j'ai ces envies-là, waouh, j'ai ces désirs-là, mais pour ça, il faut faire silence avec l'exogène pour que l'endogène puisse commencer à s'exprimer. Et l'endogène, c'est tellement de choses. C'est tellement de choses. C'est des questions qui arrivent, tout d'un coup, tu dis, qu'est-ce que je fais sur Terre? Tiens, qui c'est qui vient de poser ça? Ben, c'est moi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce week-end? Et ça, c'est des questions endogènes. Tout d'un coup, j'ai une émotion qui arrive, tu dis, tiens, c'est qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai de la colère, je dis, tiens, qu'est-ce que tu fous là? J'ai de la tristesse, tiens, qu'est-ce que tu fous là? Et tout ça, on va laisser passer, mais il faut des rendez-vous avec soi.
Si je suis à 100% sollicité, le matin, je me lève, j'allume la radio. Ben, déjà, un journaliste, pour maintenir son attention, c'est de te poser des questions. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Jean-Paul va vous répondre. Comment va tourner la guerre avec Poutine? Est-ce que Macron, avec ses petits bras, va être capable d'abattre les pays de l'Est? Voilà. Donc, tous ces trucs, tu es là, la question est posée, donc tu y réponds. Parce que tu peux pas ne pas répondre à une question. Donc, le principe même de l'environnement, c'est de te poser des questions. Tout le temps. Mm. Et donc, ça occupe ton esprit. Toi, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Voilà. Tout le temps, c'est une question. Hein. Les questions appellent la réponse. Ben, si tu te coupes de tout ça, ça va aller. Tu vas pouvoir avoir tes propres questions endogènes. Mais si tu te coupes pas de tout ça, et les Français regardent quand même la télévision 3h43 par jour, donc, en moyenne, moi, je la regarde pas et je sais que tu la regardes pas. Déjà, ça augmente le niveau. Hein. Donc, le premier truc, c'est oui, rendez-vous avec soi. Mais c'est terrifiant. Mm. C'est juste terrifiant. Moi qui ai été un gars de radio, de télé, de machin, j'étais en exogène permanent. Je coupe l'exogène, c'est-à-dire je coupe la radio extérieure et tout d'un coup, je commence à entendre des bruits. C'est ma radio interne. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces émissions de merde? Tu vois, je me dis, c'est pas possible d'entendre des trucs pareils, mais ça me fait une peur fondamentale. Et Ouais. jusqu'à présent, j'arrivais à dériver mon esprit vers l'extérieur, vers l'exogène. Et et c'est là où je commence en fait à, à prendre conscience de mon propre système et de ma propre dérive. C'est-à-dire, c'est au moment où ça marche plus dehors que je me dis, ben putain, il y a peut-être un truc. Ce qui est commun à tous ces dehors, c'est moi. Et va peut-être falloir savoir que dedans, il y a un monde. Et si je mettais autant d'énergie à écouter ce monde du dehors, ce monde du dedans, pardon, que je mets d'énergie à écouter le monde du dehors qui m'apporte rien, parce que moi de savoir qu'en fait en Chine il y a eu de la grêle, ça change quand même pas mes relations au quotidien, tu vois. Et ça serait plus intéressant que je me dise tiens, quel est l'ancrage que j'ai laissé à cette personne lorsque l'autre jour je l'ai quitté? Comment je me sens par rapport à ça? Ça serait quand même un peu plus intéressant que de savoir tout un tas de trucs sur le CAC 40 ou je sais pas quoi, parce que nous sommes en fait un de ces 7 milliards d'humains et nous, on va pas, avec nos connaissances, changer les 7 milliards. Mais avec le 7 milliardième que nous sommes, nous allons prendre notre chemin, notre direction, et c'est ça qui fait que l'humanité va au bon endroit. Autrement, on est en train de partir dans des trucs totalement débiles. Donc, c'est la première partie. La première partie, c'est de réussir ce putain de temps avec soi. Et on va voir pourquoi ensemble, peut-être. Voilà, mais je parle beaucoup, je sais, mais tu n'hésites pas à m'arrêter. Mais Bah, c'est je- pour ça que je t'ai convoqué, hein, pour que tu parles. Hein. oui, mais C'est le très truc, c'est cette intéressant et tout le putain monde de me peur du dit à vide. chaque fois, Daniel, les interviews qu'on a faites, les gens s'en souviennent, sont marqués parce que c'est marqué de ton expérience, c'est marqué de ta sincérité et c'est marqué Ouais, ouais. de Ouais, ce c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Je ne parle que de ce que je connais. Alors, ça m'arrive de temps en temps de vouloir faire une petite crise égotique et de dépasser un petit peu la borne, Bon. Ça va, t'es mais ça encore un va. humain, c'est cool. Ouais, carrément. Vraiment, ouais, c'est ça qui me plaît de plus en plus. C'est de me sentir de plus en plus humain et, euh, et d'avoir de plus en plus cette relation avec cette radio interne et avec laquelle ça se confirme. Tu sais, moi, j'avais posé ça comme un protocole au départ de dire rentrer avec soi, il va falloir beaucoup d'amour, d'humour et d'humilité. Mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que c'est pas avec ça que j'y vais. En fait, c'est ce que je trouve. Mm. C'est ce Mm. que je trouve. Et donc, ça vaut le coup d'y aller. Bien évidemment, on va avoir peur. Mais en fait, dès qu'on y est, on n'a plus peur. En fait, c'est le passage qui fait peur. Mais une fois qu'on est de l'autre côté, ben, c'est cool. Et de l'autre côté, c'est à l'intérieur, c'est en connexion avec soi, où on est justement là, en train d'écouter l'endogène. Tu sais, on est beaucoup, il faut, on doit, machin, etc. Mais relation avec toi simplement. J'adore des moments où, tu sais, j'ai des moments de transe où quand je monte sur mon tracteur pour tondre ma pelouse, c'est très agricole aujourd'hui. Et donc, souvent, je mets un casque anti-bruit, et puis parfois même une petite musique, mais souvent, je mets rien. Et donc, j'ai une partie de mon esprit qui est occupée à savoir à peu près où je vais, comme ça me permet de pas tomber dans le fossé. Et puis, l'autre partie de mon esprit, elle écoute. Et j'écoute ce qui monte, tu vois. Et je trouve toujours ça drôle. Je trouve ça toujours tellement humain. Et je trouve ça tellement humble.
C'est tellement vrai. Tu vois, donc c'est 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 ça qui va être la clé. C'est avant de rentrer peut-être dans cette dans la description peut-être de ce dont on va parler, c'est d'abord la rencontre avec soi. C'est là où en fait on peut rien faire si on fait pas ça. Il y a des gens qui disent je fais du développement personnel, je fais du développement personnel. Je dis comment tu fais ça? Ouais, je suis des formations, puis après j'écoute des conférences, puis après je dis mais t'es en exogène permanent. Ouais, Si tu fais du développement externe, ouais. tu es en train de t'équiper plutôt que d'écouter en fait ce qu'il y a derrière le dépouillement. Et là c'est une erreur fondamentale. C'est enfin, c'est un paradoxe. Voilà, c'est un paradoxe qui je continue tous les jours à me former pour pouvoir apprendre à m'écouter. Tu vas apprendre à t'écouter, mais du con, écoute-toi, Ouais. Et moi, je peux écoute-toi. vraiment, ça me parle énormément ce que tu dis parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ces connaissances ou alors ce fait de s'axer sur l'extérieur, tout comme parfois je vois des gens, ils veulent savoir ce qui se passe autour. Euh, Et pour que faire? Parce qu'ils ont l'impression en fait Mm. qu'ils vont pouvoir contrôler ou agir. Et en fait, c'est complètement utopique. On ne peut agir que sur son propre environnement. Je peux pas agir Bien sur la sûr. Chine, je peux pas agir sur Poutine, je peux pas. Par contre, je peux Ouais. agir sur mon terreau. Je peux agir Oui. sur mes relations là, celles que j'ai Mhm. avec ma famille, mes amis, mes Mhm. collègues, Mhm. mes voisins. Et Ouais. c'est ça, en fait, si tout le monde fait ça, bon, voilà, c'est ainsi. Mais Ouais. en On faisant n'y est pas ça, tout à fait. non. On va dire Ouais. qu'en Ouais. faisant ça et recentralisant les choses Mhm. là-dessus, on est beaucoup plus actif Mhm. pour le monde que en se référant aux Ouais. actualités. Je dis pas qu'il faut rien savoir. De toute façon, en général, ça vient à nos oreilles, ce qu'on a à savoir. Oui, ce qu'on a à savoir, ça vient à nos oreilles, oui. Je Oui, parle oui. Ouais. là-dessus parce que de toute façon, on peut jamais ne rien savoir dans un monde où on Mhm. échange. Donc y a pas, on risque pas d'être inculte et de ne rien savoir. Mhm. Mais c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est que ce besoin de savoir, de connaître et les connaissances et tout ce qui est externe, c'est comme si ça Mhm. nous rassurait. On Mais croit que du c'est bien, coup, c'est bien ça. C'est bien ça. on va pouvoir naviguer. Mais comment comment pouvoir naviguer si notre propre, on connaît pas notre bateau? Alors tiens, on va changer de métaphore, on va passer à notre, Ouais, voilà. Oui, oui, les oui, ça va émotions, être l'eau. l'été. Dans le golfe du Morbihan, le bateau cet été. Bon. Oui, mais c'est exactement ça. Mais le fait de Les vouloir émotions. savoir beaucoup de choses dont on n'a pas vraiment besoin, c'est une stratégie d'évitement. Ouais, moi, je la connais bien, celle-là. Hmm. Bah, oui, c'est vrai que je l'avais remarqué chez toi. Je la connais trop bien, celle-là. Et j'adore quand tu dis, ouais, j'ai acheté une formation, machin. Voilà. Et je rigole, et je me fais rire toute seule maintenant avec ça. Je me dis, ah Bah tiens, alors, t'es encore ouais, partie à vouloir rajouter encore à ta bibliothèque oui, ça. Alors oui. que c'est ma bibliothèque intérieure que j'ai envie de nourrir et surtout la rencontre avec elle, quoi. Oui, mais Ah oui. euh, c'est les livres qui sont lus à l'intérieur de nous et qu'on n'écoute pas parce qu'on est en train d'écouter des livres à l'extérieur. Et c'est l'endogène. Il faut vraiment avoir cette notion de ce qui émerge. Donc, il y a des choses qui émergent de l'extérieur, c'est l'exogène. Des choses qui émergent de l'intérieur, c'est l'endogène. La plupart des gens sont concentrés en exogène parce qu'ils fuient, mais comme des enfants effrayés, l'endogène, parce que c'est pas toujours marrant. C'est pas toujours marrant. Moi, quand j'écoute l'endogène, c'est Daniel, tu te sens seul, oui. Bah, tu l'es, ça tombe bien, t'es cohérent comme type. Daniel, t'as peur de ci, Daniel, t'es coincé là-dessus. Daniel... Ouais. Bon, bah, maintenant, c'est ça que tu as besoin d'aller entendre et écouter. Déjà, ça fait du bien de l'entendre et de l'écouter, mais apprendre des trucs, la plupart du temps, dont on n'a pas besoin et ne pas écouter, en fait, ce qui est en train de crier à l'intérieur de nous, c'est une folie. C'est une folie. Donc, on se trompe de chemin. Mais sache vraiment que dans tous les gens qui vont écouter ça, je salue là, maintenant, les quelques personnes qui vont avoir le courage de le faire. Et c'est très peu. Ça va être peut-être moins d'1% des gens qui vont décider de le faire. Beaucoup de gens vont dire j'ai compris, et même des gens qui vont raconter cette conférence à d'autres personnes en disant j'ai regardé deux personnes formidables, c'est Valérie et Daniel, le couple de l'année, ils sont terribles quand ils font des conférences. Je vais te raconter parce qu'ils ont dit ça. Mais en fait, on ne fait pas ça pour que les gens racontent à quelqu'un d'autre. On fait ça pour que les gens, justement, à un moment donné, ils se disent, tiens, voilà quelqu'un qui est en train, voilà deux personnes qui sont en train de nous expliquer que le truc le plus important, c'est le terreau. Et donc, c'est pas en allant vouloir
nourrir le terreau des autres en disant j'ai écouté une conférence. Non, c'est ferme ta grande gueule 2 minutes et écoute un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et là, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse dans notre entretien, c'est que je vais apporter de la structure pour que justement on puisse se dire qu'est-ce qu'il y a au fait à écouter. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des choses à écouter? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, quand vous allez vous écouter, il y a des choses que vous allez entendre. Il y a des paradoxes que vous allez entendre. Il y a des peurs que vous allez entendre. Il y a des identités parasites ou multiples que vous allez entendre à l'intérieur. Tout ça est normal. Tout ça est normal puisque c'est la manière dont vous vous êtes construit le jour de votre naissance. Ça commence un petit peu avant, mais on va pas, voilà, je vais pas aller dans les vies antérieures, j'ai déjà assez de la mienne. Donc, on va simplement commencer par ce qui peut être à peu près comestible pour le kidam moyen, c'est-à-dire, en fait, comment tout a commencé et comment ça se fait qu'à un moment donné, on soit dans la fuite. Comment ça se fait qu'à un moment donné, on est toujours en exogène? Comment ça se fait qu'à un moment donné, on se fait si peu confiance? Comment ça se fait qu'on a une si faible estime de soi? J'avais une amie que j'ai vue ce week-end. À chaque fois qu'elle parlait d'elle, elle en parlait comme une personne qui n'avait que très peu de valeur. Et c'est une personne qui pourtant se forme depuis des années. Je me suis dit, nom de Dieu. Et je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, mais tu te rends compte de la manière dont tu te parles? Non, pas la manière dont tu te parles, la manière dont tu parles de toi. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai en plus, tu es dans le monde du développement personnel. J'ai dit, ça, c'est pas sérieux. Et je veux dire, c'est simplement parce que, tu vois, la personne dont tu parles, eh bien, c'est comme si ça, c'est ce que tu étais. Et comme si, eh bien, tu te mets à apprendre plein de choses pour être à la hauteur de quelque chose et que c'est une autre personne qui jouerait le rôle d'être à la hauteur et que toi, tu essayes de cacher qui tu es pour montrer un personnage professionnel qui, lui, est bien équipé. Mais tu te rends compte de la division interne. Tu te rends compte de la tristesse qu'il y a de vivre sans toi, c'est-à-dire d'être en parade permanente pour faire croire aux gens que tu es ci ou que tu es ça, sachant que toi, tu ne veux pas qu'on voit la personne que tu crois que tu es vraiment. Ça, c'est pas sérieux. Donc ça, tu dois le bosser. Et j'ai senti que c'était difficile pour cette personne d'entendre parce que elle avait fonctionné en exogène permanent, c'est-à-dire acquérir des compétences pour aider les autres, pour être à la hauteur d'une aide extrêmement qualitative et qui ferait qu'à un moment donné, tu dis, oh non, je suis quand même quelqu'un de bien, j'ai quand même aidé beaucoup de gens, il y a quand même beaucoup de gens autour de moi qui vont bien. Mais mec, putain, le but, je dis pas que c'est pas d'aider les autres, mais il y a quand même un équilibre à avoir entre aider les autres et avoir une vie digne de ce nom. Qu'est-ce que tu vas aider les autres? C'est une fuite pour ne pas regarder que toi, tu t'aides pas, que tes projets, ils avancent pas, que, en fait, toi, la manière dont tu vis les choses à l'intérieur, si les autres te reconnaissent pas, si les autres t'aiment pas, si les autres te sécurisent pas, toi, tu te sens une bouse. Donc, à un moment donné, regarde les choses en face, va bosser ton truc à l'intérieur, fais grandir ce petit garçon, cette petite fille qui est totalement effrayée et qui est en train de combler un puits sans fond depuis des années, qui est complètement épuisé. Regarde-toi, pose-toi la question, je pense à enfin, même à d'autres personnes, je veux pas que ce soit trop précis, qui dit, en fait, je travaille beaucoup, en fait, ma relation à l'alcool. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est normal, c'est une stratégie d'évitement, c'est une stratégie de compensation. À un moment donné, quand ta vie, c'est un petit peu de la merde, et notre vie, c'est pas ce qui se passe dehors, hein, c'est la manière dont on vit les choses dedans, si à un moment donné, c'est pas satisfaisant, même si tu es reconnu, il y a quand même une relation à l'intérieur qui est pas faite, c'est celle qui est avec toi. Mais à un moment donné, il faut boire pour oublier, en fait, qu'on s'est oublié. Il Oui. faut boire pour oublier qu'on s'est oublié. Parce qu'en fait, tu es toujours en train d'essayer de construire un personnage qui est doué, machin, qui est dent, qui est gna gna gna. Ok, d'accord, super. Mais le but de la vie, putain, si à un moment donné, toi et moi, Valérie, on a une vie, c'est à la fois pour expérimenter et en jouir. Il y a deux individus à l'intérieur de nous. Il y a un bâtisseur, on va bâtir la vie qu'on a envie de bâtir. Et ensuite, il y a un jouisseur qui va jouir de la vie qu'on a bâtie. Et il faut pas oublier ni l'un ni l'autre. Moi qui étais un jouisseur, j'ai pas bâti grand chose. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus bâtisseur et j'ai aussi envie, tu vois, d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, le truc, c'est, putain, mais il faut se réveiller sur le fait que c'est pas dehors que ça se passe, même si le résultat aura lieu à l'extérieur, ne mise pas, n'investis pas sur l'extérieur. Tu t'es tellement formé. Regarde, on a eu des discussions philosophiques tellement puissantes, poussées, pointues, que s'il y a un truc qui colle pas dans notre vie, c'est pas à cause de nos connaissances, hein. C'est à Non. cause du boulot qu'on n'a pas fait à un endroit C'est qu'on évident. qu'on a laissé tomber, C'est évident. ce C'est qui nous complètement évident. effraie.
Ouais. Voilà. Bon, voilà. Bon, c'est voilà. Et ça, C'est mais ton ça interview. paraît. Ouais. Moi, ce que je ressens en fait, c'est que ce qui peut parfois empêcher, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un appel, hein, qui comprennent un petit peu quand même ce truc-là de oh, faut que j'arrive à l'intérieur. Ils le ressentent, ils le comprennent. Ils savent pas trop par quel bout commencer, certains. Mhm. Donc là, c'est C'est là où vrai. ça peut être vraiment sympa de pouvoir Ouais, avoir un peu une base de par quoi je commence, parce qu'il y en a, ils sont motivés, mais ouais, ils étouffent à ouais. pas savoir par quoi commencer, quelle ficelle tirer, voilà. Et puis, il y en a, et je pense aussi qu'il y a des gens, et tout ça, je le respecte complètement, ça parle de moi, tout ce que je dis, mais bon, j'en ai ras-le-bol de ça, donc maintenant, j'ai vraiment envie de m'aimer vraiment fort et d'être ma meilleure pote, quoi. C'est de voir les choses comme une grosse montagne, tu sais, c'est d'avoir Mhm. l'impression que, bah, au fond, à quoi bon? C'est trop tard, je suis trop vieux, Ouais, c'est une forme de fatalité où, bah, ouais. ça reste une Mhm. excuse, hein, quand même, parce que c'est pas vrai en réalité, hein. À partir du moment où moi, Non, mais c'est la conscience du moment. C'est la conscience du ouais. moment. Pour moi, j'adore Mhm. cette phrase, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. À un moment Mhm. donné, moi, je Mhm. le ressens, j'ai toujours ressenti ça dans ma vie depuis que je suis, moi, allez, ado, jeune adulte. À Mhm. chaque fois que j'ai voulu planter une graine pour moi en premier, parce que pour les autres, j'ai bien vu que ça, mon esprit sauveur, ah, il est là, il est bien, bien, bien là. Mais je vois bien que ça fait flop, littéralement. Ouais, Donc, à chaque ouais. fois que je sème une graine pour moi, c'est comme si, tu sais, il y a à chaque fois les petites chances du débutant. C'est ouais, c'est Mhm. ça, c'est ça. Et tu parlais d'aide. En fait, moi, je crois que c'est quand on arrive à être en, entre guillemets, en paix avec soi, en tout cas, en lien avec soi, en intimité avec Mhm. soi, et qu'on, justement, on prend contact avec ce Mhm. qu'il y a en nous qui grouille là. C'est comme ça, en fait, qu'on peut le mieux aider les autres. C'est tout simplement ça, Et en fait. Je tu te pense qu'on rappelles ne peut bien pas aider mieux que ça. de cette phrase que je trouve absolument géniale qui dit on est généreux que par débordement. Et Oui. l'idée qu'on va aider les autres quand on s'aide pas, en fait, on est juste en train de fuir le fait qu'on s'aide pas. Et tu vois, donc tout ça, c'est blabli blabla ou blablabla. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, je valide à 200%, et on est généreux que par débordement. Donc, quand on ne s'aime pas et que on, on, on essaime de l'amour partout, laisse-moi rigoler. Non, on est en train de faire un business de bas étage. Daniel, je voudrais que tu nous parles, parce que ça, c'est un truc dont toi tu parles, et j'entends pas beaucoup des gens parler de ça, quand on Hmm. entend voilà, des gens qui parlent de l'humain et qui veulent accompagner. C'est Ouais, les rôles, les traits de caractère. C'est vraiment un ouais, truc, ça, que j'adore quand tu parles de ça, parce que c'est très ouais. vivant. Alors, je vais me permettre de démarrer avant ça pour Oui, que ça soit cohérent. oui, bien Et sûr. donc, je vais partir de la naissance. Mm. Quand on va naître, ou juste avant la naissance, on est dans un monde, c'est celui de maman. C'est un monde qui est plein. C'est pas notre monde, c'est celui de maman. Et dans ce monde-là, il y a de la communication, il y a de la sécurité, il y a de la reconnaissance, c'est-à-dire on est enveloppé, c'est-à-dire il y a l'environnement fait pression sur nous et c'est un monde plein. Et il est tellement plein qu'un jour en fait il est trop plein et on est obligé de partir. Donc il va y avoir selon la mère l'accouchement, selon l'enfant la naissance et selon le monde la mise au monde. Et donc ça va être une mise au monde, c'est-à-dire que on va rentrer dans un autre monde, c'est-à-dire le monde, le fameux monde. On sort du monde de maman pour entrer dans le monde. Sauf que ce monde, vu par l'enfant, il est terrorisant parce qu'il est vide. C'est-à-dire ce qu'il y avait juste avant, de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, c'est-à-dire de l'enveloppement. Il y avait une présence absolument considérable. Tout d'un coup, il y a rien. Il n'y a plus rien. Même s'il y a une proximité de la maman, on n'est plus enveloppé. Même s'il y a une proximité de la maman, on ressent les frottements, on ressent le froid, on ressent les bruits. En fait, tout commence à arriver d'une manière assez brutale. Et l'enfant va vivre ce qu'on appelle une détresse infantile. Et cette détresse infantile est la clé de voûte de notre psychologie. Vraiment. La détresse infantile, c'est une peur, on va dire une peur de mourir parce que tout d'un coup, tout ce qui était vital pour moi a disparu. Et alors que le monde nous fait un cadeau extraordinaire, il nous dit voilà, je te mets au monde et il dit, oui mais j'ai plus rien de tout ce que j'avais. Oui, bah, c'est le but. Le but, c'est de t'offrir la liberté. Et la liberté de devenir qui tu veux, la liberté de faire ce que tu veux. La liberté, tu peux devenir alcoolique, tu peux devenir prophète, tu peux devenir ce que tu veux, tu peux devenir marin, agriculteur, tu fais ce que tu veux, voilà. Et tu peux changer de métier, tout ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, voilà. Mais tu dis ça à un enfant qui a quelques heures ou quelques jours,
lui, la possibilité, c'est-à-dire cette liberté, il n'arrive pas du tout à la percevoir comme de la liberté. Lui, il la perçoit comme un vide, et dans ce vide, il y a un truc particulier, c'est le manque. Il manque le monde de maman. Donc, dans cette liberté, lui, il ne la perçoit pas, il perçoit le vide, et dans le vide, il perçoit le manque. Et donc, ça va faire que va s'associer vide, détresse, manque. Et donc, à chaque fois que dans le vide, il se trouvera, la détresse reviendra parce qu'il perçoit le manque. Et donc, il a la détresse du manque, il a la peur du manque. Alors, quand un enfant se trouve face au vide, lui, il ne peut pas être comme l'adulte et y voir la liberté. D'ailleurs, très peu de gens y voient la liberté. Je te raconterai à quel point ce fut un voyage d'un demi-siècle pour que je l'aperçoive un samedi soir de juillet. Et donc, j'ai toujours vécu, moi, comme l'enfant apeuré qui, face au vide, voyait le manque. Donc, face au vide, il y a la peur du manque. Quand un enfant se trouve dans le vide avec la peur du manque, eh bien, pour gérer cette situation, il va remplir le vide, remplir le manque, hein, pour que le vide ne soit plus effrayant, mais que si dans ce vide on y met ce qui manque, alors je serai désangoissé, je pourrais enfin m'éloigner de cette détresse infantile. Alors l'enfant, pour fuir le vide, ne va pas prendre son petit vélo avec ses deux petites roues stabilisatrices et puis se dire je me tire du vide. Non, eh bien, on ne peut pas fuir le vide, l'enfant va le combler. Et donc, il va se servir de la peur du manque pour combler ce vide et donc y mettre ce qui, selon lui, manque. Qu'est-ce qui, selon lui, manque? L'amour, au travers toute cette communication, la sécurité au travers toute l'alimentation, le fait d'être dans un liquide amniotique, donc d'être nourri, d'être enveloppé, d'être sécurisé, et la reconnaissance qui est le fait que l'environnement a bien perçu qu'il existait. Donc l'enfant se lance dans cette aventure de vouloir remplir le vide, combler le manque avec en devenant quelqu'un. Donc il va essayer de devenir quelqu'un. En devenant quelqu'un, s'il est quelqu'un, ça sera pas vide. Il y aura quelqu'un. Il va essayer de faire des trucs aussi. Il va faire des trucs. Donc, il faut faire ci. Il va mettre les Legos différemment de son frère ou il va mettre les Legos empilés le plus haut possible en espérant que quelqu'un le voit. Hein. Et il va dire, ah ouais, t'as vu tout ce que j'ai fait? Ou en essayant de posséder un doudou, de posséder des choses qu'il détestera d'ailleurs prêter à ses frères et sœurs parce que c'est à lui, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et donc, il va accumuler comme ça pour lutter contre le vide, lutter contre le manque, il va accumuler le fait de devenir quelqu'un, le fait de démontrer qu'il est quelqu'un par ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, et le fait de démontrer qu'il est quelqu'un par ce qu'il possède et ce qu'il ne possède pas. Et ce qui est génial, parce qu'il y a une espèce de truc en cascade, c'est que l'enfant à la naissance se trouve avec le cadeau le plus magnifique que la Terre puisse lui faire, c'est la liberté. Lui, il voit pas ça comme de la liberté, penses-tu? Il est totalement paniqué. C'est un enfant qui est dans une dépendance totale. Il est incapable de survivre s'il est tout seul. Tu le mets sur le dos, c'est une tortue. Hein. Donc, il bouge les quatre pattes et terminé. Tu repasses une semaine après, il est sec. Donc, tu vois, ça c'est mon côté provocateur, j'ai rien dit. Donc, tu repasses un temps après, en fait, il est mal en point. Donc, il peut pas survivre. Donc, il doit mettre en place tout ça. Il a donc la peur du vide parce qu'il ne sait pas que c'est la liberté. Il a peur du vide parce que, selon lui, il manque quelque chose. Donc, il développe la peur du manque. Ce manque-là, il va le combler en devenant quelqu'un, en faisant certaines choses et en possédant certaines choses. Et une fois qu'il a réussi à mettre ça en œuvre, il a peur de le perdre. Donc, on a les trois associés, les trois confrères, tu vois, et qui sont la peur du vide, qui génère la peur du manque, qui génère la peur de perdre. Et c'est pour ça que on a une aversion absolue à la perte. Lorsqu'on est devenu quelqu'un, qu'on est reconnu et qu'on n'est plus invité, tout d'un coup, on perd confiance en soi. Lorsque on était un grand joueur de tennis ou de golf et que on gagnait beaucoup de tournois et qu'à un moment donné, on est vieillissant, on peut plus le faire. Ou quand on était une mère et qu'on avait des enfants et qu'on s'occupait bien des enfants, on peut plus le faire. Ouais, Ou c'est quand on vrai. avait les moyens de se payer, comme dans les petits mouchoirs, une très belle propriété pour inviter tous ses copains, qu'à un moment donné, peut-être on n'a plus les moyens parce qu'on a fait des mauvais placements et qu'on perd cette fameuse maison. En fait, comment on fait pour dire qu'on a ça?
Tu vois. Et donc, la peur du vide génère la peur du manque qui génère la peur de perdre. Et ça, on l'a tous. Et donc, c'est à nous de voir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller récupérer le cadeau de naissance qu'est la liberté que l'enfant a vu comme du vide sans avoir à traverser la peur du manque? Non, pardon, la peur de perdre, la peur du manque et la peur du vide. Accroche-toi, Jeannot, la réponse est non. Mm. Donc, c'est un chemin de résilience et c'est un chemin qu'on va faire en marche arrière. Donc, je suis un jour de juillet, je pense que on a dû communiquer ensemble à cette période où j'étais très attristé de la fin d'une relation amoureuse et puis je me promène en face dans ma Bretagne que j'aime tant, que tu connais et que tu aimes tant aussi. Mm. Et je suis un samedi soir, c'est un mois de juillet et je me dis waouh. Normalement, en mois de juillet, un samedi soir, il fait beau, je me promène, je suis pas tout seul. Et là, vu que c'était la fin d'une relation, j'étais tout seul. Et je sentais, en fait, que j'avais perdu. Je sentais le manque et je sentais le vide. Et je sentais en moi un enfant absolument apeuré, un enfant absolument paniqué, un enfant dans une détresse infantile phénoménale. Et là, je me dis, il faut absolument que j'appelle quelqu'un, tu vois, la peur du vide. Donc, automatiquement, j'essaie de remplir le manque avec n'importe qui ressemble, tu vois. Je suis sûr que quelquefois je t'ai peut-être même appelé dans ces moments-là pour non pas j'avais besoin d'entendre ta sagesse, mais j'avais simplement en fait besoin de m'éloigner un petit peu en fait de cette peur du vide parce qu'il manquait quelque chose et j'ai parfois remplacé de manière non élégante. Par des amis que j'ai dit que j'appelais pour avoir de leurs nouvelles. En fait, c'était juste pour éviter de me sentir dans ce manque. Mais je peux m'en accuser avec beaucoup de douceur et de tendresse parce que chacun se reconnaîtra Je ne dans connais cet pas. acte. Bah oui, qui ne connaît pas ça. S'il est un peu sincère avec lui-même et un peu Oui, sincère qui avec est un peu sincère avec lui-même reconnaîtra ça. Et puis, donc, je suis face à ce moment où je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est une, tu vois, quand j'aime parler de ça parce que c'est mon expérience, c'est ma compréhension, c'est mon apprentissage. Et là, je me suis dit, tu vois, Daniel, tu as 50 et quelques années, tu as beaucoup vécu dans un système égotique, donc avec un personnage, le personnage que qu'on a construit pour éviter le vide et donc combler le manque. Là aujourd'hui, t'es à un carrefour. Il y a deux individus en toi. C'est très net. Il y a un adulte qui se dit, tu vois Daniel, là, t'es face à un moment de vide. Est-ce que tu reconnais que c'est de la liberté? La liberté de jouir de cet instant tel qu'il est, sans le manque. Ou est-ce que c'est simplement l'enfant qui est en toi qui se trouve dans ce moment de vide et qui n'y voit que le manque. Donc si tu n'y vois que le manque, alors tu seras malheureux, inquiet, angoissé et tu feras n'importe quoi pour combler ce manque. Ou alors tu acceptes de traverser le manque et tu verras qu'à ce moment-là, ce que l'enfant en toi voyait comme du vide, alors petit à petit, tu découvriras que c'est de la liberté dont l'adulte que tu es devenu pourra jouir. Et alors je me dis, bon de Dieu, putain, c'est balèze. C'est ma prise de conscience du moment. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je sens l'enfant en moi qui est totalement paniqué, mais paniqué, mais paniqué. Et je n'arrive pas à le raisonner. Moi, je veux voir cet instant comme un instant de liberté. Et l'enfant en moi m'envoie des quantités d'angoisse, de panique, parce que lui, il est face au vide. Il y a le manque, il y a le manque, il y a le manque, il y a le manque. Qu'est-ce que je fais? Je dis non, je ne céderai pas. Je dois donc non pas me laisser piloter par un enfant de quelques jours ou de quelques mois, mais je dois, moi, en tant qu'adulte, prendre soin de cet enfant qui, lui, fuit comme un apeuré, comme un enfant qui a peur de mourir, qui fuit ça. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ah, tout d'un coup, j'ai une idée. Et je me dis, je vais lui chanter une berceuse. Et je me mets à chanter. Papa est en haut, qui fait du gâteau. Maman est en bas, qui fait du chocolat. Et je lui dis, ça va aller. Ça va aller. Mhm. Et donc, je suis dans un moment où je suis dans l'obligation de dire à cet enfant, n'aie pas peur du vide, parce que c'est un programme de départ. L'adulte que je suis devenu
t'accueille dans ta peur, et maintenant tu vas pouvoir jouir de ce vide, non pas comme un enfant effrayé qui a peur du manque, mais comme un adulte qui ne voit plus le vide comme du manque, mais comme un espace de liberté. Tu Ouais. vois, Je c'est te ça. remercie parce que tu le. Ah ouais, je ressens que c'est voilà, c'est ce que je traverse et Oui, oui. je ressens que en fait je suis moi ça me fait penser tu vois à les parents dont j'aurais besoin à ce moment-là parce que c'est mon enfant intérieur qui est complètement mais en peine, en galère, Ah oui, il est en panique, il est en panique. en panique complète et en Ouais. fait, qu'est-ce que je peux lui offrir en fait? Bah, moi, je peux lui offrir moi. Je peux lui Oui, offrir, les parents dont j'aurais besoin, bah, c'est oui, moi qui vais faire office de oui. ce parent-là et je vais pas le faire avec, pour le coup, je vais pas le faire avec, de la morale, je vais pas le faire Bon, bien sûr, bien sûr. avec de la On fait avec, volonté. De la on fait avec ce volonté, qu'on des il peut, faut, je avec dois, ce qu'on peut. je vais le faire avec mais mon cœur Ouais. en fait. C'est là où Ouais. je peux accéder à mon cœur. Ce que je Ben c'est de l'émotion qu'il y a en fait entre les deux. Donc quand tu es face au vide et qu'il y a du manque, à chaque fois que tu vas rester dans le vide et accepter le manque, tu gagnes en liberté. mmh, Mais à chaque fois que tu acceptes de traverser le vide alors qu'il y a du manque pour aller conquérir la liberté, tu traverses des émotions. La première chose à faire, c'est de reconnaître les émotions. Je sais que dans la formation dont on a parlé au début, ça se termine justement par un exercice où on apprend à traverser. Mais la première chose, de reconnaître les émotions. J'ai reconnu tout simplement que cet enfant était paniqué. Je ne sais pas si c'est la berceuse qui l'a apaisé ou si c'est simplement le fait de l'avoir reconnu. On a à l'intérieur de nous, tu sais, depuis qu'on est tout petit, pourquoi on a ce qu'on appelle une cellule de crise, mais j'appelle ça une cellule de censure qui fait que c'est une cellule de censure qui interdit à cet enfant d'être lui-même parce que être lui-même pourrait faire que l'environnement pourrait s'en désintéresser. Donc l'enfant, fort de cette peur du vide et donc de cette peur du manque et donc cette peur de perdre, va développer un personnage et ce personnage va être, selon cette cellule de censure, selon cette cellule de crise, la meilleure réponse à apporter à l'environnement pour que l'environnement continue de prendre soin de cet enfant et lui apporte ce que lui ne peut pas apporter et ce qui lui manque. Donc de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, ce qui est la référence absolue du ventre de la maman. mmh, Alors, une fois qu'on a compris qu'on a une cellule de censure qui dit non, tu ne peux pas être toi, tu seras ce personnage-là qui répond le mieux possible à l'environnement pour qu'on puisse continuer de prendre soin de toi. Une fois qu'on a compris qu'on a une cellule de censure, eh bien, on va bâtir chacun d'entre nous ce qu'on appelle une cellule de soutien. Et la cellule de soutien, c'est la cellule qui dit, oui, je comprends, enfant, que tu as peur. Mais je te soutiens, on va le traverser maintenant. Psychologiquement, je suis devenu solide. Psychologiquement, on va y arriver. Même si on se prend un râteau, même si on se prend une grosse dawa, je parle d'une expérience comme ça avec Isabelle, mon amoureuse d'enfance, que j'avais pendant 50 ans jamais osé embrasser. Et à un moment donné, quand je la revois, je suis avec elle et je lui dis, tu sais, il y a un petit garçon au fond de moi qui rêve depuis l'âge de 11 ans de t'embrasser. Mais jusqu'à présent, il y a toujours eu la cellule de censure qui a dit surtout pas, puisque si tu le faisais, tu pourrais être rejeté, puisque bien évidemment, viennent se greffer sur les peurs, hein, la peur du rejet, la peur, enfin, toutes ces peurs-là. Et tout d'un coup, je sens la première censure qui dit, en fait, à cet adolescent en moi, non, on risquerait de se prendre un râteau. Et tout d'un coup, il y a une cellule de soutien qui dit à cet enfant, oui, c'est vrai, mais moi, je suis grand maintenant. Si on se prend un râteau, on va s'en remettre. Si on se prend un râteau, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que aujourd'hui je suis grand pour traverser ce que je ne pouvais pas traverser quand j'avais 11 ans? Et donc, le petit garçon de 11 ans a une cellule de censure qui dit ah, surtout faut pas y aller, on risquerait d'être rejeté. Et après il y a une cellule de soutien qui est une espèce d'antidote à la cellule de censure et qui dit non on va y aller. Et c'est là où je regarde Isabelle dans les yeux puis je lui dis bah écoute tu sais il y a un petit garçon en moi qui a toujours rêvé de t'embrasser et euh, et aujourd'hui, je me fais son porte-parole et je voudrais que ce petit garçon se serve de moi pour pouvoir t'embrasser. Est-ce que tu veux bien que ce petit garçon, au travers de moi, t'embrasse? Elle m'a regardé avec des yeux
plein d'amour, mais d'une intelligence remarquable, et m'a répondu avec plaisir. Et je lui ai roulé une pelle. Donc, à défaut de râteau, j'ai une pelle. Tu vois, mais c'était pour moi une victoire. Mm. Tu vois, et j'ai compris là que il s'était mis en place une cellule de crise dans mon histoire qui était là pour censurer les désirs et les envies qui pouvaient être au-delà du personnage que j'avais à jouer pour obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. Et qu'aujourd'hui, ben, il fallait que je fasse un antidote à cette cellule de crise. Je l'ai appelée la cellule de soutien. Et la cellule de soutien, c'est comme, tu vois, si tu avais été à mes côtés quand j'avais 11 ans, et puis, moi, je te disais, ah, putain, j'aimerais bien embrasser Isabelle, c'est ça. Et puis, toi, t'es mon ami, ma pote, et que j'ai pas eu à l'époque, et que tu me dises, Daniel, peut-être tu vas te prendre un râteau, mais putain, mais fais-le, nom de Dieu. Fais-le. Et tu vas te réparer, t'inquiète pas. Tu sais, mais à cette époque-là, moi, ma structure psychologique, elle est digne d'un escargot. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, si je me prends un râteau, j'ai l'impression que je vais mourir, hein. J'ai l'impression que je vais tomber dans ce fameux vide, dans cette détresse infantile dont je ne me remettrai jamais. Donc, on a pris l'habitude de censurer, ce qui était plutôt une bonne idée. Mais à un moment donné, quand on a commencé à écouter, soit à développer de l'amour, de la tendresse, tout ça pour soi, on se rend compte qu'on a la structure psychologique pour pouvoir commencer à encaisser des événements. Et à ce moment-là, on va dire, OK, ben, on va mettre en place une cellule de soutien. Et cette cellule de soutien, elle est l'antidote et elle est absolument géniale. Et donc, tu parlais tout à l'heure de des rôles. Moi, je me rends compte que la cellule de crise qui est la mienne, la cellule égotique, avait fait que pour obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance autour de moi, j'avais construit un personnage. Un personnage, bon, tu connais, on a un peu le même personnage, un peu rebelle, un peu con, un peu, bref, en tout cas un personnage qui était une forme de réponse, c'est-à-dire c'était pas moi. Mais c'était la partie de moi que la cellule de censure voulait bien laisser sortir de moi parce qu'elle estimait que cette partie-là n'était pas dangereuse pour perdre de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance, et en même temps, peut-être qu'elle pouvait gagner en fait en amour, en sécurité, en reconnaissance. Donc, le personnage est la partie de moi qui a le droit d'être en lumière. Donc, la lumière étant ce qui est vu par les autres. Donc, tu as bien compris que si on met des choses en lumière, il va falloir en mettre dans l'ombre. Et donc, la partie censurée, c'est ce que la partie ou la cellule de crise, la cellule de censure a dit, ça on laisse pas sortir. Donc, si ça on reste pas sortir, ben ça va pas en lumière, c'est-à-dire ça sort pas dehors. Hein, donc, on a des plantes d'intérieur et des plantes d'extérieur. Et donc, dans notre jardin intérieur, on a la partie ombre. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous énervent énormément parce que ils font écho, ricochet à cette cellule d'où nous, on est là, on dit putain, nous on a censuré, putain, lui il a pas censuré, oh l'enfoiré, putain, c'est dégueulasse, tiens, pauvre connard, t'as vu commenter, tu sais, et t'es là, t'as du mépris pour lui, mais en fait, ça décrit précisément la relation qu'il a fallu mettre en œuvre avec plein de qualités qu'on avait, mais notre cellule de crise a dit non, cette qualité-là, je suis désolé, tu la mets pas, tu la sors pas. Si t'es intelligent, non, 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 non. T'es dans une famille de blaireaux, faut pas que t'aies l'air trop intelligent. Ou non, c'était pas mon cas, mais il y a plein de Ouais, ouais. qualités Tu qu'on mets sous le a. Oui, tapis, en fait, on met sous le tapis des choses et quand on le voit de voilà. l'extérieur, il y a quelque chose qui se rappelle à nous et qui vient Ah soit ouais. susciter une admiration folle, mais Oui. jalouse parfois, soit Ah un oui, rejet oui, oui, bien sûr. total, Oui, un rejet et oui, une, on oui. insulte, on critique, ça, quelle horreur, ce Exactement. T'as personnage-là, vu ce mec-là, t'as t'as vu vu ce qui comment se il est dans la permet, toute-puissance, t'as vu machin. ouais, il pense qu'à ses intérêts, il est égoïste, et toi, tu dis, ouais, tiens, moi, je passe mon temps Et à ça gna gna. parle de nous. Et Oh, on peut pas le pourquoi voir. aller chercher ailleurs ce qu'on a dans notre propre jardin, hein, franchement, et on va se faire plaisir, Valérie. On connaît respectivement nos modèles du monde, donc bah voilà, on va taper dedans avec humour, avec amour et humilité. Tu sais très bien. L'énéagramme. Voilà, tu sais très. Oui, l'énéagramme et décrit à merveille Ah les ouais. 9 manières dont on a d'avoir construit un personnage, donc les 9 manières dont on a mis dans l'ombre en fait une partie de nous-mêmes. Et puis voilà, donc on a notre personnage. Et je te raconte un petit peu allez, une petite anecdote quand même de comment je découvre en fait la problématique du personnage. C'est qu'à un moment donné de ma vie, bah, tout le monde s'est éloigné de moi parce que mon personnage est imbuvable, tu vois. Et moi, je suis complotiste, je me méfie de tout. Donc, vu que j'ai peur, je suis dans le contrôle. Enfin bon, je suis un type chiant. Je veux toujours avoir raison. Je sais toujours mieux que tout le monde. Enfin bon, tu es le vrai con.
Et bon, bah, mes enfants, bon, eux, ils voudraient bien avoir un père ou un papa. Bon, ben, il se retrouve avec un personnage imbuvable, donc il se tire, et donc il s'éloigne. Mes amis, bah, je les ai tous fracassés parce que je suis brillant intellectuellement, donc ça va très vite. Donc, pour avoir raison, fallait qu'ils aient tous tort. Donc, à un moment donné, tu vois, tu fais 100 kilomètres pour aller voir ton copain Daniel, tu repars, t'as eu tort. Donc, au bout d'un moment, tu dis, moi, faire 100 kilomètres pour m'en prendre plein la gueule parce que j'ai eu tort. Surtout que, franchement, Daniel, il a pas été correct. Il a quand même été plutôt de mauvaise foi. C'est vrai. Il a plutôt raconté des boulettes. C'est vrai. Tout ça pour avoir raison. Que, franchement, il me saoule. Voilà. Et donc, il avait raison. Et à un moment donné, le point commun à tous ces cons, c'est toujours moi. Et donc là, je me dis, bah oui, Daniel, ouais, franchement, ouais, bah, tes enfants, ils sont sûrement cons. Mais je me rappelais d'une phrase d'un de mes fils, Nicolas, qui m'a toujours marqué. Il m'a dit, papa, tu sais si on te le dit, si je te le dis, voilà, il me dit ça, si je te le dis, hein, c'est peut-être toi qui as raison. Mais si on est deux à te le dire, réfléchis. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être toi qui as tort. Et donc, cette phrase-là, elle est restée. Puis à un moment donné, je me suis dit, je crois que j'ai tort. En fait. Je crois que j'ai tort. Je crois que j'ai pas raison. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui colle pas dans mon personnage. En fait, je suis dans un personnage. J'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire qu'il y a des qualités dont j'aurais besoin. Ouais, mais celles-là, je les ai mis dans l'ombre à cause de la cellule de crise, la cellule de censure. Et il y a des trucs qui sont super valorisés. Et en fait, ils sont pas d'actualité. Ça va pas. Avoir raison, c'est super valorisé, donc mis en lumière. Avoir tort, c'est mis dans l'ombre. Bah ouais, mais ça va pas parce que quand on discute, moi des fois je discute avec toi, et je me dis ah ouais putain c'est vrai, t'as raison. Et je me dis tiens non mais en fait j'avais tort. Et en fait c'est intéressant d'avoir les deux pour pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un. Ouais mais quand t'en as qu'un, c'est comme sur une bagnole, t'as qu'un accélérateur. Ah c'est sûr que tu vas vite. Mais bon à un moment donné ça va mal se terminer. Donc parce que t'as pas de frein. Donc, si tu as un volant qui tourne super bien à droite et super mal à gauche, bah, en fait, ça s'appelle tourner en rond. Et je suis passionné par les vieux films de cinéma. Puis un jour, je regarde l'histoire de Jean-Paul Belmondo et sa biographie. Et puis je le vois, bon, il fait une école de cinéma, tout ça. Et puis très vite, il tourne dans les films. Et très vite, en fait, il devient euh, un, un, un personnage. Il a un personnage et ce personnage s'appelle Bébel. Voilà. Et donc, je deviens Bébel et puis je tourne dans le professionnel, le magnifique, le guignolo, machin, tout ça. Et au bout d'un moment, sa carrière commence à se casser la gueule. Pourquoi? Parce que quand tu as vu un Bébel, tu les as tous vus. Et ça veut dire qu'on a même fini par construire des films, non plus avec un rôle, mais avec un personnage. Donc autour du personnage de Bébel. Bon, tu as vu un Bébel, tu les as tous vus. Moi, et en plus, ils ont été de plus en plus mauvais parce que au bout d'un moment, la sauce, elle prend plus. C'est-à-dire que c'est comme moi, tu vois, D'accord, ouais. même si les sujets sur lesquels, à un moment donné, je pouvais avoir raison, ben, j'avais raison. Au bout d'un moment, ben, les gens en avaient marre que je voulais toujours avoir raison. Donc, en fait, le personnage devient fatigant. Et là, sa carrière, elle se casse la gueule. Il dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Et, euh, et à un moment donné, à la fin de sa carrière, Jean-Paul Belmondo, il est appelé par un réalisateur qui s'appelle, euh, euh, j'allais dire Claude Berry, non, c'est pas lui. Bon, qui lui propose un rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté, Claude Lelouch. Et il accepte le rôle. Et il est primé pour ce rôle. Et là, je me suis dit, Jean-Paul Belmondo n'est plus Bébel, il est redevenu acteur et il est rentré dans le rôle. Et là, il est redevenu acteur. Et je me dis, acteur de cinéma. Et là, ça fait écho, acteur de ma vie. Je dis, mais écoute, mais Daniel, putain, mais c'est pareil. Tu acceptes pas les rôles qu'on te propose dans la vie. En fait, tu restes coincé dans ton personnage. T'as tes enfants, ils t'attendent comme un père, et toi, tu es dans ton personnage. C'est comme si on proposait un super rôle, on propose Cyrano de Bergerac à Jean-Paul Belmondo. Il est là, bonjour, c'est moi que voilà. Tu vois, tu dis, mais c'est pas Cyrano, c'est Bebel, que c'est que cette merde, tu vois. Et là, à ce moment, tu vois, ça n'a aucun sens. Et moi, quand mes enfants, ils viennent se confier à moi, et puis que là, je suis là, je sors des théories du complot, ou je sais pas quoi, où je veux toujours avoir raison, où je veux contrôler la situation. Ouais, t'as qu'à lui dire ci, t'as qu'à lui dire ça. Ouais, parce que de toute façon, j'ai très bien compris ses intentions. Donc, ouais, là. Mais de quoi tu fais là? Mais si t'es un papa, le papa, il a besoin enfin, tes enfants, ils ont besoin à un moment donné que tu sois doux et tendre avec eux. T'es un père, mais à un moment donné, tu as besoin aussi de dire, bah ok, je pense que c'est comme ça aussi que la vie elle fonctionne. Et puis il y avait ma maman aussi, putain, avec qui j'étais fâché. Je dis, mais maman, elle a toujours été une déesse, une reine, à avoir son rôle de mère et de maman. Et je dis, moi, je suis quoi? Je suis un petit con qui veut avoir raison et quand il discute avec sa mère.
Je dis, mais ma maman, elle avait 80 ans à l'époque. Je dis, mais elle a le droit d'avoir un fils aussi. Mm. C'est beau Tu ça. vois? Ouais. Ben oui. Et donc, à ce moment-là, moi, je prends conscience d'un truc que je suis resté coincé dans mon personnage. J'ai une envie irrépressible d'être son fils. Et après, je vois avec mon frère, je dis, mais j'étais un vrai con avec mon frère. J'ai mon frère, tu vois, souvent je l'appelais mon petit frère alors que c'est mon grand frère. Tu vois, ça montre à quel point le personnage était prioritaire. Et à un moment donné, je l'ai toujours appelé mon grand frère. Salut mon grand frère. Et puis j'ai parlé à mon grand frère. Et puis ça a changé la donne. Et puis avec mes amis, j'ai arrêté de vouloir avoir raison. Aujourd'hui, je les écoute. Et j'ai une passion pour ça. J'ai un copain qui est un vieux contrebandier, qui, un mec qui a fait énormément de prison et tout ça, qui va passer normalement aujourd'hui, on est mercredi. Et c'est un mec, j'ai pas raison face à lui. J'ai pas envie de jouer mon personnage. J'ai une chance de rencontrer un type qui a vécu une histoire les banlieues parisiennes et qui me raconte toutes ces histoires, ça, la prison, machin, moi, j'ai envie d'être son copain, tu vois, parce qu'il est tout seul aujourd'hui. Et je trouve qu'être son copain, c'est un truc génial. Et ça me plaît de rentrer dans ce rôle-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est quasiment logique pendant la première partie de notre vie d'être coincé dans notre personnage. Et à un moment donné, de se rendre compte que on a des rôles à jouer, on n'est pas tous obligés de les jouer. Moi, mes parents, quand j'étais petit, voulaient que je joue le rôle de celui qui allait reprendre la ferme. J'ai pas envie de le jouer, donc j'ai dit non. Ça a été laborieux parce que je savais pas qu'il était posé sur mes épaules. Donc je m'en suis échappé, mais je me suis débattu parce que j'ai jamais pu dire non, je ne le savais pas. Mais il pesait. Bon, il y a des fois, on attend que tu joues le rôle de telle ou telle manière. Non, c'est à toi de décider comment tu vas le jouer. Moi, ma maman, des fois, elle est venue me chercher un petit peu dans mon rôle de fils. Je dis, maman, mauvaise pioche, je ne jouerai pas le rôle de la manière dont tu l'entends. Je jouerai de la manière dont moi, je pense qu'il est en accord avec les valeurs qui sont les miennes. Et c'est moi qui vais décider le fils que je vais être pour toi. Et non pas toi qui va me faire aller vers le fils dont tu as toujours rêvé. C'est comme ça, il faudra faire avec. Et pour mes enfants, c'est pareil. Donc la première partie de notre vie, ouais, on est dans un rôle. C'est pour ça qu'en des fois on discute avec des jeunes qui ont 20 ans et on leur explique ça, ils comprennent rien, c'est normal. Mais parce qu'ils sont coincés. Et il y a un rôle sur lequel j'ai toujours merdé. Voilà, ouais, je vais le dire. Hein, voilà, mais je pense que je me soigne. Mm. C'est quand j'étais en couple, il y avait ma compagne Hélène qui me disait, mais c'est marrant quand tu vas dans les conférences parler de ça. Elle dit, mais il y a un rôle dont tu parles jamais, c'est le rôle d'amoureux. Ah, je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et je dis, bah, je vais à une conférence à Saint-Quentin, je vais en parler. Elle me dit, alors, t'en as parlé? Je dis, non, j'ai oublié. Merde. Et je dis, ok, mais je vais à Lille faire une conférence, je vais en parler. Là, je vais en parler. Je dis, t'en as parlé? Je dis, non, j'ai oublié. Et puis, on se sépare parce qu'effectivement, elle avait acheté une place de cinéma pour aller voir l'acteur qui était dans le rôle. Et puis, je suis jamais rentré dans le rôle. Donc, elle en a eu marre, en fait, à un moment donné, d'avoir payé son ticket et de voir qu'on jouait jamais le film, en fait, parce que Daniel, il était resté dans son personnage. Et j'avoue que je suis resté dans mon personnage avec elle, hein, avec la fameuse phrase, c'est j'ai construit un personnage qui pouvait séduire la personne qui pouvait me rassurer. Donc, j'étais pas dans mon rôle puisque j'étais dans le personnage. Et ça fait 2 ans que je fais silence d'une manière exogène avec la relation amoureuse à l'extérieur de moi et que je veux pas rentrer dans une relation amoureuse avec mon personnage. Et donc, j'accepte cette fameuse solitude qui me ramène à moi et qui manque la conviction. Aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, quand je vais rentrer dans une relation, ce ne sera pas pour me servir de la relation, pour pouvoir exister au travers mon personnage. Mais c'est pour, quand je vais rentrer dans une relation, c'est pour pouvoir nourrir la relation avec mon rôle. Et donc, mon rôle va être de nourrir la relation. Et c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est dans son rôle ou quelqu'un qui est dans son personnage? Celui qui est dans son personnage se sert de la situation pour exister, avoir son moment de gloire, pour exister aux yeux des autres, de manière à obtenir de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. Alors que celui qui est dans son rôle, en fait, ne le fait pas parce qu'il a besoin de reconnaissance. Il le fait parce que il regarde sa vie et il sait que pour pouvoir se vivre, pour pouvoir avoir la liberté de vivre les différents domaines de sa vie, pour expérimenter les différents domaines de sa vie, pour jouir de sa vie et des différents domaines de sa vie, il ne pourra le faire qu'en contribuant au travers les rôles, comme Jean-Paul Belmondo contribue à Itinéraire d'un enfant gâté en rentrant pleinement
dans le rôle ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs eu un César pour ça, que son personnage a toujours refusé qu'il aille chercher. On n'est jamais guéri, on est toujours en souplesse, et la souplesse, c'est comme dans les mouvements, quand on arrête de faire les mouvements, bah, on redevient un peu rigide. Et là, moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux contribuer à ma vie? Comment est-ce que je peux vivre ma vie? Ben, puisque j'ai des enfants, ben, en étant père, en étant papa. Toi, tu es mon ami, par exemple. Eh bien, comment je peux contribuer à ma vie? Ben, en vivant l'amitié. Comment? En étant un ami. Et non pas quand je te vois essayer d'exister à tes yeux. Parce que ça, c'est un billard à deux bandes. Je donne quelque chose à travers mon personnage, mais parce que je veux récupérer. Non. En fait, je m'offre l'amitié avec toi en rentrant pleinement dans le rôle de l'ami. Et c'est moi qui décide comment, quelles sont les valeurs, etc. Et je jouis pleinement. Et au moment où je joue mon rôle, tout est là. Il n'y a pas besoin de retour. Tout est là. Ouais. Quand je suis allé la semaine dernière, je suis allé voir ma maman. Et elle est en maison de retraite maintenant. Et je dis, bah maman, je passe tel jour. Je dis, ah, ça serait bien, je t'emmène manger au restaurant, machin, etc. Et voilà. Et mon kiff, c'était d'être le meilleur fils du monde pour elle. Voilà. Et j'ai dit, ça maman, t'as passé un bon. Elle dit, c'était formidable. Ouais, ouais, c'était génial. Et j'ai pas besoin, moi, si j'ai sa reconnaissance, son amour et tout ça, très bien. Mais au moment où je le vis, c'est plein. C'est déjà plein. Donc, j'ai pas besoin de retour. C'est à toi de décider comment tu les joues, tes rôles. C'est à toi de décider ce que tu mets dedans. Ouais. C'est à On toi de parle de décider. terreau fertile et ça peut pas se faire si le terreau, il est pas fertile et qu'on essaie de Exactement. faire semer les graines sur du béton, quoi, et que nous-mêmes, Exactement. on fait du béton et ça me fait vraiment penser à l'armure, j'ai lu un bouquin que j'ai adoré récemment qui s'appelle, Le chevalier à l'armure rouillée. Oui. Il est Ouais. Ouais, extraordinaire, j'ai c'est pas lu encore. Ouais. ouais, il est Ouais, incroyable, en fait, hein. ça me Et ça parle en parle de tout cas, ça, comme tu hein. dis. Ça parle Oui. de ça, hein. Ben, Ça parle de c'est la clé. La première clé, c'est de prendre conscience des mécanismes de censure et qui nous amènent à ne pas pouvoir être nous-mêmes mmh, parce qu'en fait, on a peur du vide, donc c'est pas complet au final. du manque. Donc, on va combler ça en construisant un personnage. Ce personnage, son boulot, c'est d'exister dans le monde pour que le monde apporte amour, sécurité, reconnaissance. Ça, c'est valable quand on est sur un logiciel de survie. Mais je suis désolé, on est grand maintenant. Toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais on est grand et on a survécu. Et là, on doit avoir une tendresse et on parle beaucoup de considération, de gna gna, tout ça, envers, ayons de la considération pour ce logiciel qu'on a mis en place, sans lequel nous ne serions sans doute pas là. Maintenant, on se rend compte que arrivé à un moment où on a envie de vibrer d'une manière différente. En fait, il y a une première étape qui nous permet de survivre jusqu'au moment où la vie en nous se réveille, le désir, l'envie. Et l'envie va être là. Alors, maintenant, il va falloir faire une inversion. La vie n'était pas là parce elle était censurée. Maintenant, la vie pointe son nez. Donc, on veut vivre, non plus exister, mais on veut vivre. Et là, il va falloir une cellule de soutien pour soutenir la partie qui voulait nous censurer, pour dire ne nous censure pas. Ça va aller, on est grand, on est psychologiquement solide, et maintenant, on va pouvoir vivre notre vie au travers toutes les expérimentations qu'on a envie de vivre. On peut devenir demain un voyageur. On va expérimenter le rôle du voyageur ou le rôle de porte. Les rôles, ils sont multiples et variés. J'en parle beaucoup dans la formation parce que c'est pour moi l'antidote, hein, au personnage, c'est le rôle. Et puis après, tu m'as posé la question des traits de caractère. Alors, je vais donner un exemple très simple. Je me rends compte que lorsque je passe du personnage au rôle, le personnage que tu connais chez moi est gothique, et je passe au rôle de fils avec ma maman. Je me rends compte que j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que certains de mes talents ont été mis dans l'ombre. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin pour mon rôle. Et là, je me dis deux choses. Premièrement, c'est pas facile. Deuxièmement, c'est normal que ce soit pas facile. Puisque je suis obligé d'aller rechercher avec ma cellule de soutien dans l'ombre
ce que ma cellule de euh, censure avait mis de côté puisqu'elle estimait que mon personnage ne devait pas être équipé avec ça. Pour moi, c'était la gentillesse, l'agréabilité. Donc, quand on va aller voir les rôles qui sont les nôtres, et je fais souvent ça en conférence quand j'ai un petit peu plus de temps, je demande aux gens dans la salle, dans quel rôle vous êtes le plus en difficulté? C'est marrant parce que j'ai beaucoup affaire à des chefs d'entreprise. C'est assez rarement chef d'entreprise, mais c'est beaucoup plus dans le rôle de papa, souvent, des trucs un peu qui sont passés un peu à la trappe. Et wow, ça crée des émotions parce qu'ils se disent, ouais, ben là, je suis en train de passer à côté du rôle parce que je suis parfois j'ai un rôle de chef d'entreprise avec mes enfants. Autant te dire que les enfants veulent bien quelques ordres, mais il va falloir que tu payes, hein, qu'il va falloir que tu les déclares à l'URSSAF, alors t'es môme. Et donc, c'est assez marrant parce que là, à ce moment-là, ils se disent, ouais, mais là, j'y arrive pas. C'est celui avec lequel je suis le plus en peine. Super, super. Bon, c'est celui avec lequel tu es le plus en peine. Bon, alors maintenant, on va découper plus bas, on va découper plus petit. Qu'est-ce qui anime, en fait, notre personnage? C'est bien évidemment l'intention. Mais c'est l'intention de vivre sa vie. Au travers, ce qui anime pardon, notre rôle, c'est l'intention. Donc, c'est l'intention de vivre sa vie au travers l'amitié, donc le rôle d'ami, au travers la famille, le rôle de père, de fils, de frère. Bon. Et ce qui avait été à ce moment-là mis dans l'ombre, ce sont des qualités. Mais on va appeler ça des traits de caractère. C'est les traits de caractère, ça vient de caractère, ça veut dire en fait, ça veut dire sculpter. La première partie de notre vie, on va sculpter nos traits de caractère, c'est-à-dire c'est des habitudes de fonctionnement qu'on a mis en place parce qu'on pensait que c'était la meilleure manière de faire. Et si on reprend une phrase de, c'est qui, Héraclès? Héraclite. Voilà, je demande à mon technicien son, mais qui n'est pas que son parce qu'il se souvient de tout. Ben, c'est technicien son, il entend et enregistre. Et Héraclite dit, en fait, notre caractère est notre destin. Et je me rends compte que quand je veux jouer mon rôle de fils, en fait, mes traits de caractère sont réglés pour jouer mon personnage. Donc, je vais voir quel est le truc qui est le plus en peine. J'en ai mis 10. Ouais, en fait, quand tu veux. Alors, moi, ce que j'interprète, je te coupe, mais ce que j'interprète, c'est que finalement, quand tu veux un peu sortir de ton personnage et que tu veux commencer à relationner, parce que finalement, le but, c'est de relationner avec soi au départ, et puis, enfin, avec soi, avec les autres, et Ouais. de manière authentique, bon, tu vois bien que tu es resté bloqué dans ton personnage et tu veux développer Oui, des tu veux, par exemple, tu veux le choses. rôle de chef d'entreprise ou entrepreneur. Et tu vas te rendre compte que là, eh merde, mon entrepreneur a les mêmes réglages que mon personnage. Donc, je ne peux pas dépasser ce que mon personnage a obtenu jusqu'à présent dans mon rôle de chef d'entreprise. Merde. Donc là, on a les fameux plafonds de verre. Donc, moi, j'ai décliné en 10 traits de caractère les réglages possibles pour mon personnage. J'en prends donc en exemple l'agréabilité. L'agréabilité, c'est la capacité à rester doux, à rester tendre, à rester bienveillant, non pas complaisant, mais bienveillant envers les autres, quoi qu'il arrive. Et donc, dans le rôle avec ma maman, quoi qu'il arrive, je reste doux, tendre, bienveillant avec elle. Alors là, ça me demande effectivement à un moment donné à mettre en place de nouvelles habitudes. C'est pour ça qu'il y a une partie de la formation qui est sur comment est-ce qu'on met en place les nouvelles habitudes. Qu'est-ce qu'une habitude? Eh bien, l'habitude, c'est ce qu'on fait au quotidien. Ce qu'on fait au quotidien va générer en fait ce qui s'installe. Ce qui s'installe, c'est les traits de caractère. Donc, nos traits de caractère sont le fruit de nos habitudes. Si on veut donc modifier nos traits de caractère pour avoir un euh, rôle qui soit en adéquation avec les résultats qu'on veut obtenir, eh bien, il va falloir comprendre qu'on va modifier nos habitudes, 4 critères pour modifier nos habitudes. Ensuite, ça nous permet d'aller sur nos traits de caractère qui vont alimenter nos rôles. Et les rôles, c'est ce qui va permettre d'obtenir ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Je connais beaucoup de gens, par exemple, qui tout d'un coup se disent, ah tiens, je vais monter ma boîte, c'est très à la mode, je vais devenir auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est un rôle. On va mettre, je préfère aller chef d'entreprise ou entrepreneur. Bon. Et donc ils y vont, ils disent ok, je suis entrepreneur. Entrepreneur, c'est un rôle. Sauf qu'ils y vont avec les réglages des traits de caractère de leur personnage avec lequel ils n'ont jamais obtenu grand-chose. Moralité, ils n'obtiendront jamais grand-chose.
C'est ce qu'on appelle les plafonds de verre psychologiques, qui sont totalement invisibles, mais qu'on peut totalement décomposer à partir du moment où on a compris que, premièrement, le personnage, on va le transformer en rôle, que notre psychologie s'est construite pour alimenter le personnage et qu'on a mis en place des habitudes qui ont généré nos traits de caractère. Donc, quand on va passer dans le rôle, on va aller voir quels sont les traits de caractère qui sont en jeu, quels sont les plus en difficulté, et c'est cela qu'on va aller, avec de nouvelles habitudes, modifier pour pouvoir tout simplement alimenter le rôle. Comme moi, je suis allé chercher à l'intérieur de moi, y compris dans les souvenirs d'une amie à moi, que je peux citer, qui s'appelle Natacha, et qui, un jour où j'étais vraiment mal dans une histoire, j'étais vraiment mal, j'étais vraiment en difficulté, elle a eu une patience d'ange, elle a toujours été dans l'agréabilité de m'accompagner dans ce que je traversais. Et j'avais trouvé ça tellement doux et délicat, je l'ai trouvé incroyablement à la hauteur, que je suis allé puiser, en fait, je suis allé la modéliser et de voir, en fait, comment est-ce qu'elle était, comment est-ce qu'elle me parlait, comment est-ce qu'elle m'écoutait, comment est-ce qu'elle me souriait, comment est-ce qu'elle faisait des silences. Alors moi, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que j'en avais l'opportunité, donc l'habitude de mettre ça en place dans des moments quotidiens. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ce trait de caractère d'agréabilité avait grandi chez moi. Et quand j'ai pu constater que parfois avec ma maman, quand elle aurait pu agacer mon personnage, que mon rôle de fils gardait toujours son agréabilité, il y avait quelque chose en moi qui était profondément touché de me dire que ça, je l'ai vécu avant que ma maman s'en aille et que avant que ma maman s'en aille, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la joie, j'ai eu le bonheur de m'offrir ce rôle-là que je souhaite à chacun d'entre nous. Alors tu vas me dire, oui, c'est peut-être une petite victoire, Daniel. Oui, mais les victoires, c'est nous qui disons si elles Ouais, sont grandes ou petites. ouais, Tu c'est vois? ça, voilà quoi. Voilà. C'est pas une victoire parce que c'est une victoire. C'est issu de ce qui se Pour moi, passe, quoi. c'est toute ma vie. Tu vois, moi, c'est mon Oscar à moi. Et je suis allé le chercher. Et Mm. donc, c'est là-dedans que il y a besoin de comprendre que chacun d'entre nous, nous avons un parcours à faire. Il est très simple. J'ai mis 10 ans à construire ce que je viens de t'expliquer en 1 heure. Mais c'est extrêmement simple à mettre en œuvre, mais il faudra pas oublier qu'il n'existe aucun stratagème, formule magique, Mm. baguette d'Harry Potter qui fait qu'on ne devra pas inverser les émotions qui sont la barrière, la clôture électrique qui nous sépare de ce que nous étions, de ce que nous étions vraiment en termes d'identité, par rapport à ce que notre cellule de crise a bien voulu laisser sortir. Et que notre cellule de crise, elle a très bien compris comment il fallait faire. À chaque fois que quand j'étais petit, j'avais envie d'être moi-même, la cellule de censure, elle a dit, elle a pris dans son petit pochon comme ça, tu vois, ça, c'est le truc de mes lunettes, mais t'imagines comme ça un petit pochon, tu vois, le petit sac de la magicienne, et à l'intérieur duquel elle a été prendre une petite pincée comme ça, que j'appelle la poudre d'angoisse, tu vois, Mm. et qu'elle m'a déversé sur la tête. Elle me dit, tu te souviens du vide et du manque? Ouais. Tu te souviens du vide et du manque? Et le moi panique. Et quand je me rends compte de ça, je dis, mais pourquoi elle m'envoie ça? Pour que je survive, puisque ce système de survie se met en place au moment où je suis totalement dépendant. Le truc, c'est qu'on aurait peut-être pu, nos parents auraient peut-être pu nous apprendre quelque chose d'autre. L'école aurait peut-être pu nous apprendre, en fait, que ça fait longtemps qu'on a une possibilité d'être au moins indépendant ou interdépendant et voire autonome. Ça fait longtemps que le travail aurait pu, l'entreprise aurait pu nous le dire, que la société aurait pu fixer comme priorité l'autonomie des individus. En tant que rebelle, je pourrais me lancer à mener un combat contre tous ces cons qui n'ont pas fait leur job, ou alors, ou en fait, être un ambassadeur de celui qui l'a fait et donner par cette réussite, on va dire, parce que je suis heureux, tu sais, j'ai 6 enfants, bientôt 6 petits-enfants. J'ai appris dimanche que le sixième arrivait. Je suis fier des relations que j'ai mis en place avec tous ces gens. Je suis fier aussi, tu vois, d'être passé du personnage méfiant, etc., à un chef d'entreprise, un entrepreneur qui ose faire les choses que la cellule de crise, la cellule de censure n'autorisait pas. Mais je ne suis plus mon personnage. Je suis devenu un entrepreneur qui met en œuvre ce en quoi il croit et qu'il met en œuvre ce qu'il croit qu'il a envie de vivre. Et donc, je vis au travers ce rôle de chef d'entreprise
la réussite de mon entreprise, de ce que je mets en œuvre et les résultats sont là. Et c'est ça que j'avais envie de m'offrir. Je me souviens, il y a quelque temps, je me suis dit, je vais m'offrir la notoriété et la finance. Je suis tout à fait heureux de pouvoir le dire. Tu vois, c'est là et c'est pas parce que je suis resté dans mon personnage, c'est parce que je l'ai dépassé. Donc, on va pas mener des combats. Moi, je vais pas essayer tu vois, des fois même, je me dis, ça m'emmerde la formation parce que il y a des gens qui vont écouter ça. Ils se prennent par la main, ils peuvent même, je peux le dire, là, il y a peut-être des milliers de personnes qui vont dessus, ils peuvent m'appeler. Je prendrai le temps de leur répondre. Je prendrai le temps de leur répondre. Mais ne m'appelez pas, je sais pas, enfin, appelez-moi si vous avez décidé et que vous êtes déjà en marche et qu'à un moment donné, il y a peut-être un truc qui bloque. Je vais vous aider. Mais je ferai pas le boulot à votre place. Et je vais pas m'emmerder à vous faire des formations pendant 10 ans là-dessus. J'ai mis une formation en ligne là-dessus que je trouve plutôt complète et puis et qui va se compléter au fur et à mesure parce que j'ai toujours des choses à dire. Prenez-vous par la main, faites le job. C'est un véritable parcours initiatique. C'est de la résilience. Mais alors, bordel de merde, Mm. lorsque le sentiment de vide commence à être remplacé par un sentiment de liberté, c'est l'angoisse qui commence à se transformer en joie. Tu vois. Et c'est une clé de compréhension que je trouve absolument formidable. Donc parfois, on a l'énergie de mener un combat pour traverser une peur incroyable. Des fois, on a l'énergie juste de faire de rester dans cet état-là 30 secondes de plus. Et c'est le même combat. Hein. Le combat que tu as mené de 30 secondes avec peu d'énergie et le combat que tu as mené pendant 1 heure avec beaucoup d'énergie est un combat aussi valable. Donc, il y a plein d'opportunités de traverser les angoisses. Les angoisses se traversent en faisant. Dire quand tu as peur du vide, tu étais en train de marcher, tu as peur du vide, tu as envie d'appeler. Non, continue de marcher. Ouais, mais là, je vais pas tenir 10 minutes. Tu peux tenir 30 secondes? Là. Tu te sens traversé par les émotions? Reconnais-les. Reconnais-les. Appelle-les. Nomme-les. Dis, oh là là, celle-là, elle est forte. Elle fait 9 sur 10. Alors tu viens de l'accueillir puisque tu l'as reconnue, tu l'as nommée. Est-ce qu'elle est agréable? Oh non, elle est désagréable à 11 sur 10. Tu viens de lui dire, je t'ai entendu dans la puissance de ton message. Ouais. Et donc, Moi, j'appelle ça être le contenant du contenu. oui, très Quand je bien. suis Voilà. là-dedans, je me Oui. dis, sois le contenant de ce truc-là. Oui. Oui, Euh, c'est ça. Parce que Accueil. du coup, tu le refoules pas et en même temps, quelque part, tu le fous pas dehors et en même temps, tu ne t'en remplis pas au point que ça te détruise. Tu laisses Oui, cette c'est ça. place, Oui. fait que bien sûr, tu as quand même l'impression que ça te détruit, hein, faut être honnête, mais au Oui, fond, tu ouais. sais que non, puisque moi, je suis le contenant de ce truc, Mhm. je suis le contenant. Ah, bien, allez. Puisque tu as passé tant d'années à éviter, Ouais. eh ben, il te faudra tant de temps pour traverser ce que tu as évité. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on Si peut tu pas as... faire l'économie, en fait, c'est ça. Non, non. Je crois que le Ou jour où alors, je réalise, je crois que le jour, moi, il y a un jour, je sais pas quand, je crois qu'il y a un jour, parce que j'ai quand même avancé, parce que je faisais pas non plus des trucs débiles et j'étais très très volontaire on est pour, d'accord là-dessus. enfin, Mhm. j'étais très volontaire pour aller Mhm. vers ce que je ressentais qu'il fallait, Ouais, mais maintenant j'ai compris que c'était ouais, moi, c'était mon intimité avec moi ouais, pour pouvoir ouais. relationner correctement. Évidemment, ou m'ouvrir aux autres aussi, bien évidemment. Mhm. Mais en fait, ouais, je crois que il y a un truc qui s'est passé le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas faire l'économie de ces souffrances, en fait. Parce qu'en Non, fait, on peut j'ai pas. toujours voulu Mais c'est pas des éviter l'angoisse. souffrances. Mais en Appelle pas réalité, ça des voilà, souffrances. c'est ça. Ben non, Non, c'est de traverser ce que j'ai évité. en fait, en C'est simple. réalité, ouais, c'est ça. C'est juste pas En fait, on agréable croit que c'est de parfois. la souffrance. C'est ça. Oui. En fait, on croit que c'est de la souffrance, mais c'est parce que tu l'as très bien dit au début de l'interview. C'est Mhm. justement parce que tu rentres en contact avec ce fameux truc que tu sais pas trop Mhm. quoi, ce que c'est. C'est parce que tu Ouais. rentres en contact avec que la peur s'en va. Que la peur, c'est un mot qui n'est plus là parce qu'il y Ben, a, elle est, elle il y a, est, il y a le elle lien. est, elle est traversée. En fait, on a juste besoin de la traverser, c'est tout. Parce que elle a été là à un moment donné pour nous dire n'y va pas ou Mm. vas-y avec une obligation. Hein, c'est soit des interdits, soit des obligations. Ben, maintenant, si je la traverse, les obligations et les interdits tombent. Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de bras armés. Parce que le bras armé de la cellule de crise, c'est la poudre d'angoisse. Mm. Et
Alors je trouve que dans la formation, j'aborde le système émotionnel. La mère des émotions, c'est la peur. C'est la maman, hein, c'est celle qui décide de tout. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, toutes les autres en déclinent. La surprise en décline, la tristesse en décline, le dégoût en décline, la colère en décline. Je ne parlerai pas de la joie parce qu'elle est assez particulière. Et je vais faire un petit teasing pour ceux qui vont aller acheter cette formation. Vous allez comprendre un truc, mais qui est révolutionnaire sur la joie. J'ai moi-même euh, été... en fait, ça a été lumineux de comprendre qu'il ne faut jamais courir après la joie. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est un petit teasing et ceux qui sont encore là, J'aime. ceux qui sont encore là à écouter le truc en se disant oh putain merde, je pensais que ça allait être une conférence boîte à solutions et en fin de compte c'est une interview sincère sur le vrai chemin de deux personnes. Vous allez avoir des surprises dans cette formation que je trouve génial et que j'ai un plaisir. Pour moi, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau, même si vous payez parce que vous. En fait, j'ai compris aujourd'hui que les gens doivent non, ils vont pas acheter la formation. C'est pas ça qu'ils achètent. Ils me payent pour que je puisse continuer de travailler et de continuer d'offrir ce qui me semble essentiel parce que je crois que ce monde a besoin de ça et a besoin à un moment donné. Et je répéterai cette phrase que j'adore, qui est un copain qui s'appelle Nicolas qui m'a dit cette phrase. Il se reconnaîtra. Il dit, on va pas se tirer les cartes entre gitans. J'adore. Tu vois, ça veut dire, moi, je suis pas là, j'ai pas une minute de votre temps à vous faire perdre. J'ai pas un euro de votre temps à vous faire perdre et j'ai pas une once de votre énergie à vous faire perdre. J'ai vraiment travaillé mon sujet et ça me tient, mais putain à cœur, toi qui me connais depuis des années, on communique ensemble régulièrement avec toujours un grand plaisir et tu sais à quel point je suis un travailleur acharné pour ça et parce que j'aime putain la vie et je, je, je crois que tout a démarré peut-être d'une phrase d'un Québécois qui a dit la vérité n'est jamais apeurante. Ça veut dire que ce dont on a peur, c'est la peur de la peur, mais quand on est dedans et quand j'étais avec ce petit garçon qui disait à l'intérieur de moi j'ai peur et que je me suis dit, ok d'accord. Au moment où je dis ok d'accord, j'ai plus peur. Je passe à l'action et je lui chante une berceuse. Voilà. Mais c'est avant que j'avais peur que cet enfant ait peur. Et donc, je fuyais le fait d'avoir peur qu'il ait peur. Une fois que j'ai traversé la peur qu'il ait peur, bah, j'ai géré sa peur. Et puis, j'ai chanté une belle chanson qui m'est revenue comme ça. Et j'avais pas dit quatre phrases. Et je crois que voilà, c'est fait, papa est en haut qui fait du gâteau, maman est en bas qui fait du chocolat, fais dodo, cola, mon petit frère. Et ça s'est arrêté immédiatement. Immédiatement. Parce que c'est moi, parce que on ne va pas se tirer les cartes entre gitans. Il faut faire feu de tout bois. J'ai fait feu de tout bois. Et j'ai arrêté d'écouter l'exogène en disant, ouais, il y a une formation pour ci, pour ça, une formation. J'ai dit, OK, Daniel, passe un peu de temps avec toi-même, fais silence en toi. Et tu vas découvrir des choses. Et moi, ce que je voudrais, c'est que peut-être que les gens puissent prendre une partie de ce que j'ai fait pour moi mais surtout qu'ils prennent la manière dont j'ai travaillé avec moi en disant fais silence avec toi, traverse ce que tu as traversé pour qu'on arrive à leurs propres conclusions et non pas aux miennes, parce que les miennes peut-être elles sont valables que pour moi. Mais j'ai quand même l'impression d'une petite universalité, mais restons modestes. Non, mais je vois ce que Je ne tu sais veux pas faire, dire. mais ouais. Mm. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est ça, et c'est ça, une des particularités que j'aime chez toi et qui m'a tout de suite Mm. fait tilter et qui m'a fait, dès que j'ai vu la première vidéo de toi, me dire, Mm. cet homme-là, il faut que je l'interviewe très vite. Eh bien, tu vois, tu as pas censuré l'affaire, tu m'as appelé, puis on a fait ça, Ouais, et puis je m'en c'était reste. formidable. Enfin, non, non, on connaît notre histoire Ah, depuis ce jour-là, et notre complicité, et puis notre solidarité aussi à traverser, parce que certes, on a deux jambes, mais quand on a des amis, on est moins cul de jatte aussi, parce qu'il y a des moments où c'est nous qui allons bien, et on est un vrai soleil pour les autres. Puis il y a des moments où, voilà, quelle que soit l'évolution qu'il y a la nôtre, on a des choses à traverser. Puis on a aussi parfois des petits trucs endogènes qui remontent. Et là, on se tourne vers les gens autour de nous. Et moi, je me suis aussi parfois tourné vers toi. Et tu as toujours répondu présent.
Et, je trouve ça waouh, royal parce que je dirais, tu n'es pas une théoricienne de la relation, tu es une praticienne. Et moi, j'aime pratiquer. Voilà. On va pas se tirer les cartes entre gitans, mon ami. Voilà. C'est ça que j'adore. Mais c'est clair. En tout cas, Ouais, j'essaye. J'essaye de tout mon cœur. ouais, 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 mais tu le Ah, fais, tu le fais. j'essaye de tout mon cœur. Des fois, je suis très. Et voilà. En tout cas, Mm. je pense qu'il faut que je lâche le contrôle. Ça, c'est évident. Mais s'il y a un truc sur lequel je lâcherai pas, c'est ça. C'est l'ouverture du cœur. Et voilà. Et Mm. tu es une des personnes qui m'y aident. Je voulais juste rajouter un tout petit truc quand même par rapport au trait de caractère. Parce que Ouais. je remarque un truc, déjà chez moi, de base. Maintenant, je l'ai compris. Donc, heureusement. Mm. Je l'ai compris. Mais je le remarque chez beaucoup de gens, c'est que je pense que c'est pour se sécuriser. On en vient à défendre et à revendiquer nos traits de caractère. Oui, bien sûr. Alors qu'on sait Ouais. pertinemment qu'ils nous foutent dans la merde. Et bien Oui, bizarrement, c'est genre, et ben je resterai dans la merde. Mais au moins, je oui, resterai avec mes traits de caractère. oui. Ben, Comme si on allait se perdre, enfin, comme si on allait se perdre si on en rajoutait d'autres, en fait. c'est la peur de l'ego de mourir. C'est fou, hein? L'ego, il s'est construit en mettant de côté certains aspects de notre personnalité et en mettant en lumière. Donc, ce qui a créé notre trait de caractère par habitude. Et donc, lui, quand on lui dit on va changer les traits de caractère, c'est la panique. Pourquoi? Parce qu'il va disparaître. Alors qu'on va pas, on demande s'il y a un truc, tu vois, qui est méconnu, qui est mal connu, qui est mal compris, qui est mal interprété, c'est l'ego. Et tu vois, après 10 ans de travail sur l'ego, je me suis rendu compte que si on devait faire une forme de petite hiérarchie, c'est que quand on va naître, notre ego s'adresse à ceux qui président à notre vie pour prendre soin de nous. Donc c'est comme un intermédiaire. Mais ceux qui président notre vie, c'est les autres. Et ceux qui président nous-mêmes, c'est notre cellule de crise qui censure nous-mêmes pour qu'on ne soit que le personnage que notre ego voudrait bien qu'on soit. Et après avoir trituré ça dans tous les sens, et écouter des gens qui disent faut remettre l'ego à sa place, le mental, enfin tout un tas de trucs New Age pour des gens qui vont courir cul nu avec un tambour dans la forêt. Le Ah, truc, c'est des trucs que je peux dire des fois, moi. bah Franchement, oui, j'assume, c'est ouais, des trucs ouais, 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 ouais. vraiment. J'ai quelques revendications contre des vendeurs de tambours de ma région là, qui, qui, qui n'ont pas été les ambassadeurs de leur théorie pendant un moment. Je les salue, ils se reconnaîtront. Et le truc qui est essentiel, c'est, là, je crois que j'ai perdu le fil, c'est que l'ego, lui, il se dit, si on doit changer quoi que ce soit des réglages, j'ai un risque de disparaître. Et donc l'ego, lui, quand on va travailler sur lui, on va se rendre compte qu'il va jamais bouger. Ce n'est pas une lutte contre l'ego que nous devons mener, parce que c'est comme si on menait une lutte contre nos parents qui nous ont permis d'être vivants, d'avoir la culture qu'on a. Elle est bien, elle est pas bien, on s'en fout, on s'en tape. Mais on va pas mener euh, une lutte. Pourquoi est-ce que certaines personnes mènent une lutte contre leur ego? Eh ben, la réponse, elle est très simple. C'est parce que si les autres président à notre vie, puisqu'on est en train de jouer un personnage pour que eux prennent soin de nous, donc on leur donne tout pouvoir, c'est parce que nous, on prend pas notre place. Mhm. Donc c'est à nous de prendre notre place. Notre place, elle est en haut de la pyramide. Et le moi qui est mon identité globale, principale, c'est elle qui va gérer mon ego. Et puis mon ego va être l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères avec les autres. Donc tous ceux qui vont mener un combat parce que l'ego c'est sale, parce que l'ego c'est caca, parce qu'en fait il faut tuer l'ego, parce que gna 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 Ouais, gna, c'est eh c'est ça. bien ce sont que des targiversations de gens qui ont peur de prendre leur place. Parce qu'à chaque fois, l'ego va toujours rester au centre, parce que c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de relation sociale, c'est un mécanisme qui nous permet d'obtenir de l'environnement ce que nous ne pouvons pas pour l'instant nous produire par nous-mêmes. Et donc, nous avons absolument besoin, parce que nous sommes des animaux sociaux. Donc, on ne va pas détruire cette machine absolument géniale qu'on a pour la plupart du temps mis un demi-siècle à fabriquer pour chacun. Donc, il faut arrêter. Et il y avait un stagiaire qui disait ça, il dit à un moment donné, il va falloir se tabasser une couille sur le coin de la table. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de vouloir détruire, mais simplement aller prendre sa place et dire à l'autre, tu vois, maman, ça, c'est ma vie.
Mm, Et mm. je vais, au travers les rôles, être un très bon fils pour toi. Tu verras, ce que je vais te proposer, ça va être génial. Mais c'est ma vie. Donc, personne ne va décider pour ma vie. Oui, je vais y perdre de ta reconnaissance, mais c'est pas grave puisque je suis en train de travailler sur la manière d'être satisfait de la manière dont je joue les rôles. Oui, je vais perdre un petit peu, certainement, en sécurité de la part de mon environnement, mais c'est pas grave. Dans mon jardin intérieur, je suis en train de cultiver la confiance en moi. J'ai moins besoin de sécurité, je suis en confiance. Je vais sans doute perdre un petit peu de votre amour, mais c'est pas grave parce que dans mon jardin intérieur, je suis en train de travailler l'estime de moi, c'est-à-dire la manière dont je m'aime. Et la manière dont je m'aime, c'est pas du charabia. La manière dont je m'aime, c'est la manière dont je respecte mes projets. C'est la manière dont je respecte mes désirs. C'est la manière dont je me parle. C'est la manière dont je respecte mon corps. C'est la manière dont je respecte ce que je vis à l'intérieur. C'est la manière dont je respecte l'équilibre entre l'exogène et l'endogène. C'est la manière dont je fais tout ça. Donc, je suis en train de faire tout ça. Donc, si à un moment donné, vous m'aimez moins bien, eh bien, ça n'aura pas les conséquences que ça avait quand j'étais petit. J'étais détruit de votre manque d'amour parce que ça ne faisait qu'activer les peurs, peur du vide, peur du manque, peur de perdre et donc peur de l'abandon, peur de machin, etc. Certes, j'aurai moins de sources d'alimentation de l'extérieur, mais j'ai mon petit jardin intérieur. Et j'aime bien cette expression qui dit, en fait, quand on a un jardin, on s'en fout un peu de l'heure d'ouverture des magasins. Et donc, Oh, c'est, wow. tu vois, c'est ça l'idée. Voilà. Tu vois? Bah oui, puis c'est complètement parlant. Je crois que franchement, l'image, elle est. Il n'y a rien d'autre à ajouter, en fait. Effectivement, t'es Ah, plus mm. dépendant. Et du coup, en fait, tu peux avoir des relations qui sont chouettes parce qu'elles ne sont elles ne sont plus dépendantes de la validation. Elles sont vraiment entières. C'était toi, en fait. Tu offres Oui, qui tu es, en c'est le fait. fruit de ton désir, c'est le fruit de ton choix. Ouais. C'est-à-dire que là, quand on est coincé dans le personnage, on est donc dans la survie, donc dans l'obligation d'avoir ça, et donc parce que ça comble le manque. Et donc après, on a peur de perdre ce qu'on a comblé, que de la peur du manque. Mais une fois qu'on a un jardin intérieur, pourquoi est-ce qu'on va vers quelqu'un? Ben, parce qu'on en a la liberté. Mmh. C'est du choix. C'est C'est du magnifique. choix, c'est de la liberté. À un moment donné, si je m'aime suffisamment et que je vais vers toi, et tu dis, bah, Daniel, moi, je veux bien travailler avec toi, mais en fait, j'aime pas particulièrement qui tu es, ce qui ne s'est jamais produit. Mais je sais pas, on va travailler ensemble quand même. J'ai pas besoin de ça. C'est Mmh. plus agréable, c'est plus sympa. Mais Mmh. en ta présence, je ne serai pas en l'absence d'amour, puisque en ta présence, je serai avec l'amour qui est à l'intérieur de moi en présence. Donc, je suis toujours habité, tu vois. Et toi, tu es un très mauvais exemple. Bon. Donc voilà, moi ce que j'avais aussi envie de partager, peut-être soit une réflexion, une dernière question. C'est les questions auxquelles je réponds rapidement en 1 heure. J'adore. Hem, bah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et en même temps, voilà, pour moi, cette espèce de fil conducteur, il Mm, est très en reflet de ce que je ressens, mm, qui est fondamental pour, bah, tout simplement pour devenir un humain, complet. Tu vois? Plus essayer mm, d'être parfait, mais juste complet mm, et c'est mm, et c'est mm. ce je crois que c'est ce qui nous est demandé, en fait et on est un peu foutu en vrac par, des dogmes, par, la réussite, par tout ce que tu as expliqué Ouais. à travers la Mm, reconnaissance et cetera. mm, Ces besoins-là, alors qu'en réalité, ce qu'on a besoin, c'est d'être complet et pour être complet, effectivement, tu peux pas faire l'économie d'aller à la rencontre de tous ces aspects qui sont mis dans l'ombre par rapport à tout ce que le personnage a mis en avant mm, et effectivement, pouvoir être accompagné, en fait, c'est vraiment cool de pouvoir être parce que bien sûr qu'on peut pas faire l'économie, c'est soi qui f on fait le travail. Mais c'est mm. vrai qu'être accompagné, bah, ouais, punaise, c'est quand même chouette, quoi. Waouh! Oui, oui. Oui, sincèrement, Bravo. être accompagné, c'est chouette. On va avec cette interview et peut-être pour certains qui le décident vraiment, bah, accompagner et en fait aller beaucoup plus vite. Moi, je souhaite pas que. Moi, ça a été long. Après, j'ai adoré ces 10 ans qui se sont passés où j'ai cherché à comprendre tout ça parce que c'est mon métier, c'est ma passion. Et, bah, il faut du temps pour le mettre à la fois le découvrir et puis il y a toutes les impasses dans lesquelles je suis allé et dont je parle pas, tu vois, mais qui ont fait que bah, au final il y a la substantifique moelle de la compréhension de notre propre psychologie. Donc ça c'est un bonheur absolu. Mm. Mmh.
Donc, bah non, tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci parce que c'est puissant en fait. C'est puissant Ben, et c'est vrai. Et voilà, et moi j'ai beaucoup besoin d'intégrité, j'ai beaucoup mmh, besoin de profondeur, j'ai besoin de mmh, puissance. mmh, J'ai besoin de concret parce que moi j'aime beaucoup par exemple enfin je veux dire, pour moi la spiritualité ça fait quelque chose, partie intégrante de ma vie, mais pour moi une spiritualité qui est pas mmh, mise dans le concret, enfin voilà, mmh. ça n'a aucun sens. La spiritualité, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, Mmh. et c'est ce qu'on ose, et ça part de cette rencontre avec soi. C'est la différence que tu fais entre la spiritualité et la religion. La spiritualité, c'est la capacité de jouir de la liberté que la vie nous offre. Mmh, mmh. La religion, c'est les obligations à quelque chose, à réussir, à être une bonne personne, à ci, à ça. Donc, la différence entre la spiritualité et la fausse spiritualité que j'appellerais religion, c'est que la spiritualité, c'est la liberté. La religion, c'est l'obligation. Voilà. Et c'est tellement plus chouette quand on choisit, en fait. Bah, il me semble. Ouais. Ça a un vrai Ouais. sens. On le fait, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bon, là, on pourrait reparler des heures, donc on va rendre Donc, l'antenne, comme on dit. en tout cas, merci. Oui, il faut rendre l'antenne à un moment donné. Mon technicien est toujours là. Bon, il est en train de jouer à Candy Crush, mais mais donc tout va bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, mon ami, pour ce qu'on vient de faire d'un point de vue professionnel. Et puis ces moments de partage qu'on a tous les deux. Voilà, tu me Voilà. fais rire tout le temps. Et alors, je sais que tu viens souvent en Bretagne. Ne viens pas cette semaine parce que euh, ou alors vraiment tu auras le sentiment d'être en Bretagne. Mais si tu as envie voilà, la liberté de jouir du soleil breton, il faut attendre un petit peu. Il fait un temps Mm. breton. Pareil, chez moi, Voilà. même chose. Et puis tu sais bien que tu passes à la maison, comme on dit. Voilà, bien évidemment. Hein. Avec grand plaisir, Daniel. Pour ta formation, tout est dans le descriptif de la vidéo, évidemment. Mm. Absolument, ils vont pouvoir. Et puis n'oublie pas aussi de mettre en liaison tout ce que tu fais d'absolument génial aussi. Voilà, parce que moi Aussi. je regarde toujours tout ce que tu fais. Et donc, waouh, c'est. En fait, tout ça va exactement dans le même sens. On est tous les deux en train de marcher et se compléter. C'est pour ça on adore se parler. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous et Moi puis aussi. je te dis à très vite. Grand merci, Salut. Daniel. Salut. Génial.